Compétent ni techniquement ni financièrement, on a une tradition toute trouvée pour parler des eVTOL. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, pardon pour le petit problème technique avec moi Gilles Roy. Salut Thierry, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'avions vandalisés, nous allons parler d'un Boeing 787 qui se pose sur une piste tout à fait originale. Nous allons parler du salon de Dubaï, donc un débrief post-salon de Dubaï. Le salon s'est tenu la semaine dernière donc aux Émirats Arabes Unis. On parlera du match Airbus-Boeing, on parlera des stands militaires exposés sur le salon dans le domaine militaire. On parlera un petit peu d'espace au salon de Dubaï et puis on enchaînera sur les eVTOL, autrement dit la mobilité aérienne urbaine, avec tous ces projets de taxis aériens qui sont en cours de mise au point. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et nous parlons d'actualité avec ces avions vandalisés au musée de Corba. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Donc sur ce sujet, est-ce qu'on peut avoir quelques images donc, de ces avions qui sont exposés à l'extérieur du musée et qui ont été vandalisés avant-hier, c'est ça, on a découvert ça hier matin. C'est ça, oui, donc c'est dans la nuit de samedi à dimanche, et plutôt dimanche en tout début de matinée que les dégradations ont été faites, parce que là on peut difficilement parler de TAC quand on voit le vert là derrière sur le mystère 20, c'est quand même pas du grand travail d'art. Donc les bénévoles de l'association ont découvert les dégâts dimanche matin. Nous sommes passés les voir lundi après-midi, donc hier après-midi, pour faire quelques images, rencontrer donc François Rabat, qui est le porte-parole du musée, une des chevilles ouvrières du musée, avec évidemment donc Bernard Trible, qui est vraiment l'âme et le fondateur du musée. Je rappelle qu'on les a rencontrés, on est allé faire une émission avec Jérôme juste cet été. Donc là, les dégradations ont été faites donc là sur le Mystère 20 là qu'on voit, et puis également sur le Nord 262. C'est malheureusement pas la première fois que ces avions sont dégradés. Il y a déjà eu une intrusion. Ils ont notamment des gens se sont introduits dans le Nord 262, ont dégradé l'intérieur, puisqu'il est équipé donc avec des tables radars, donc ils les ont dégradés. Là, cette fois-ci, c'est pas non plus la première fois qu'il y a des tags. Mais jamais de cette ampleur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Là, moi, quand j'y suis allé, là, j'ai rencontré vraiment des bénévoles abattus, dégoûtés. Vraiment, ils étaient vraiment très, très tristes. Et puis, je les connaissant, ils vont refaire surface. Et... alors déjà, les réseaux sociaux se sont mobilisés et il y a un professeur d'une école de carrosserie de la région lyonnaise qui a proposé son aide pour venir avec ses élèves remettre en état les avions. Donc là, pour l'instant, il s'agit de faire un diagnostic, savoir comment ils vont les réparer, les remettre en état. Ils font ça. Ils vont laisser passer l'hiver, ça c'est sûr, puisqu'ils seront obligés de faire les travaux en extérieur. Mais donc ils referont ça au printemps. Et puis d'ici là, peut-être que la mairie aura installé des caméras, de la visiosurveillance. Voilà. Bon, alors souhaite bon courage. Sur le chat, nous avons Bédig qui pose la question, est-ce que le talent aurait changé quelque chose ? A priori non. Alors on peut imaginer, on peut rêver, mais là je rêve, on peut rêver de quelqu'un qui ferait du nose art, donc qui ferait de jolies peintures sur le nez de l'avion de nuit incognito, mais bon là donc bon courage aux bénévoles de Corba. Merci à ceux qui ont les aidés, donc tu as mentionné. Voilà. Et on rappelle donc ce musée de Corba donc, qui n'est pas assez connu, qui mérite d'être davantage connu, qui est tout à fait remarquable, qui abrite notamment une pièce classée désormais au monument historique, qui n'est autre qu'un Mirage 4. Ouais. Je ne sais jamais s'il y a un P à la fin ou pas. Mirage 4 ou Mirage 4P. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'était le porteur de l'arme nucléaire française avant l'arrivée des Mirage 2000.
Bédig, corrige-moi si je me trompe. Et donc une pièce remarquable puisque c'est un avion très très imposant. Il a beau s'appeler Mirage, c'est un avion beaucoup plus gros que Mirage 2000 par exemple. Oui, dans le hangar, il occupe une place très très importante. Il y a, comme tu le dis, il y a vraiment des pièces remarquables, très très bien remises en valeur, bien entretenues. Et mises en valeur notamment lors des visites guidées. Voilà. Puisque ce sont des gens passionnés et passionnants. Qui sont capables de vous emmener avec eux dans l'histoire de l'aviation. Voilà, donc, et puis le président Bernard Trible est quelqu'un d'assez rigoureux, très très structuré. Et donc les guides, les guides bénévoles, avant d'avoir l'autorisation de faire une visite guidée, doivent se former. Ils ont à leur disposition toute une documentation très structurée. Et ce qui fait que lorsqu'on va visiter ce musée, on est vraiment pris en main par des gens passionnés, mais qui connaissent bien les sujets et qui s'adaptent bien également au public. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion d'y aller avec des enfants en bas âge. Ils savent attirer l'attention sur des aspects particuliers de l'avion. Et j'y suis allé aussi avec des gens qui connaissaient bien le sujet. Et là, on peut passer une demi-heure au pied d'un avion pour rentrer dans les détails. Donc, une très très belle collection qui retrace l'aviation française principalement. Des pièces remarquables. Et puis, une équipe très très dévouée. Il y a une centaine de personnes quand même qui travaillent, qui œuvrent dans ce musée. Il y a beaucoup de relations avec des écoles pour organiser des stages d'une semaine d'apprentissage. Donc vraiment, c'est un musée qui est ouvert sur l'extérieur. Et j'insiste vraiment sur la capacité des guides à susciter l'intérêt chez les gens qui ne sont pas spécialement passionnés par l'aviation. Vraiment, c'est une visite à recommander, quel que soit le degré d'intérêt. Ils sont très très accueillants. Qui vous accompagneraient. Alors bon, bien sûr, c'est une visite guidée payante, mais c'est très très modeste. Ah oui, c'est un prix tout à fait modeste. Tout à fait modique. Est-ce qu'on peut enchaîner avec le 787 dans l'Antarctique? Ah oui. Une petite vidéo, donc un atterrissage d'un Boeing 787 Dreamliner, qui était le premier à se poser sur une piste en neige dans l'Arctique. Premier 787. Premier 787 à se poser sur le continent antarctique. Donc effectivement, c'est... absolument spectaculaire. Voilà. Alors, je pense que pour l'équipage, ça a dû être un grand moment aussi. On voit que sur les bords de la piste, il y avait énormément de spectateurs. Alors peut-être pas sur ces images-là, mais sur d'autres, on voit qu'il y avait vraiment beaucoup de spectateurs. En fait, les spectateurs, c'était aussi les passagers, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui y va. C'était une relève, c'était la relève des scientifiques qui ont passé l'hiver dans les bases là-bas dans l'Antarctique. Alors c'est pas le premier biréacteur, c'est pas le premier avion commercial à se poser dans l'Antarctique. Airbus communique de temps en temps sur un Airbus A320 par exemple qui se pose là-bas. Je crois que c'est la version ACJ d'ailleurs, donc la version aviation d'affaires qui s'est posée, qui a été le premier biréacteur à se poser là-bas. Bon, à vérifier. Le chat si vous voulez vérifier. Non, il y a plus gros que ça. Alfred qui nous dit qu'il y avait eu un 340 aussi. Bon, écoutez, je retarde. J'avais en tête les 320. Parce que là, en fait, il y a assez peu de passagers. Je crois que c'était 45-50 passagers. Mais il y a pas mal de fret parce qu'ils apportent du ravitaillement pour la base, du matériel aussi. Donc il y avait quelques tonnes de fret. Et sur Aérobuzz, il était question... donc il y a eu un commentaire suggérant que c'était la porte ouverte à davantage de tourisme, vu comme un élément négatif pour la préservation bien sûr de l'Antarctique, davantage de tourisme en Antarctique. Quand j'ai lu ce commentaire au début, j'ai haussé les épaules, j'ai pensé bien sûr que non, et puis en fait le commentaire est fondé puisqu'il existe pas seulement des expéditions au sens sportif du terme, mais aussi du tourisme dans l'Antarctique, qui pour l'instant arrivent, donc les touristes pour l'instant arrivent par bateau, enfin ce sont des escales qui font partie d'une croisière. Donc je ne pense pas qu'il y ait du tourisme dans le sens où il y aurait un hôtel construit pour que les touristes passent un mois, on en est loin. Mais voilà, la question du tourisme mérite d'être posée, donc on remercie notre lecteur d'Aérobuzz qui posait la question. Allez, 737, 100, nous dit Franck May, 100 et 200, pouvaient même recevoir un kit piste improvisé pour la glace, la terre, etc.
Alors, quand on parle de kit, je crois que c'était un système de protection qu'on met sur les roues pour éviter les projections. Hein. Il me semble, Franck May, tu peux nous le dire. Ce serait intéressant de... Alors, si le chat a un avis là-dessus, ce serait intéressant d'avoir quelques détails techniques sur la phase de freinage. Donc bien sûr, les inverseurs de poussée au niveau des moteurs ne sont pas affectés, enfin j'imagine ne sont pas affectés par la surface de la piste, mais le système anti-patinage, pardon, l'équivalent de l'ABS, j'imagine joue son rôle, mais bon, oui, la distance de freinage doit être supérieure à celle sur piste en asphalte. Alfred qui demande il y a quoi dans les mugs de la verte, point d'interrogation, mais pourquoi non, une conversation tout à fait non, pour l'instant ça va, ouais. Donc Franck May nous précise que sur les 737 il y avait des espèces de garde-boue sur les roues et des perches soufflantes qui créaient un courant d'air vers le bas pour éviter les injections d'objets étrangers. Il faut aider sur les objets étrangers. Merci Franck May. Si on a un pilote de ligne sur le chat, la question de Thierry est toujours d'actualité. Donc quelle influence licence de freinage, donc quelle influence Alors si vous entendez une sonnerie, c'est le facteur. Voilà. Et donc oui, distance de roulage influencée par la neige. Bien sûr. Donc, je pense qu'il est question de neige, pas de glace ici. Oui, là c'est... Oui, c'est de la neige. Donc en quoi la neige, quelle est l'addition, quel est le supplément de distance de freinage dû à la neige par opposition à l'asphalte, bien sûr. Il y a Alfred qui demande si le facteur sonne toujours 2 fois. Ben oui, apparemment. Martin, et Gilles, est-ce qu'on peut enchaîner sur Dubaï ? Oui. Donc changement de climat. Dubaï. Donc on rappelle Dubaï, le Dubaï Air Show, le salon de Dubaï, qui est un des grands salons aéronautiques mondiaux, qui en termes de taille, alors ça dépend comment on mesure, mais en tout cas, se situe en termes d'importance, se situe derrière le salon du Bourget, derrière le salon de Farnborough, qui lui est dans la banlieue de Londres. Le salon de Dubaï est en concurrence avec le salon de Singapour pour la 3e place, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui. Salon généraliste, qui ne se consacre pas seulement à l'aviation d'affaires ou aux hélicoptères ou à un secteur en particulier, salon d'aviation généraliste, et qui se tient tous les 2 ans, donc grosso modo au mois de novembre, aux Émirats Arabes Unis. Donc. C'est un salon qui est plus facile d'accès que celui de Farnborough ou du Bourget, pour les visiteurs. Ça se discute. Ah bon ? Dis-moi, non, vas-y, dis-moi, ouais. Parce que, c'est un cauchemar de se rendre au salon du Bourget ou au salon de Farnborough par les transports en commun, par tout ce qu'on veut. Dubaï, c'est quand même... Il y a des plus grandes artères, c'est plus facile d'accès ? Non, c'est pareil. C'est pas du tout plus facile d'accès. C'est un peu c'est très aléatoire en termes de circulation. Donc on peut accéder sur le site du salon, qui est donc c'est l'aéroport, c'est sur le site de l'aéroport Al Maktoum, donc qui s'appelle aussi Dubai South, Dubaï Sud, par opposition à Dubai International, par opposition à l'aéroport le plus connu, disons, de Dubaï. Donc c'est un aéroport plus grand, plus récent, qui ne bénéficie pas d'un accès en métro, bien qu'il y ait un métro à Dubaï. Donc on est obligé d'y accéder par la route, soit en taxi, soit en bus, en minibus, que sais-je. Et donc la circulation et le niveau d'embouteillage est tout à fait aléatoire. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas particulièrement plus pratique que le salon du Bourget, que je trouve pas si mal commode que ça d'ailleurs. Ouais. Et Farnborough, oui effectivement, Farnborough c'est pas l'idéal non plus. Et donc tout ça pour dire que Dubaï par contre est très bien desservi par la voie des airs, bien sûr. Si on veut aller à Dubaï en vol direct, on a de bonnes chances de trouver. De plusieurs villes françaises, dont Lyon d'ailleurs. Dans Lyon, oui. Et en revanche, le dernier kilomètre, si on peut le dire comme ça, ou les 10 derniers kilomètres, c'est plutôt à l'échelle de Dubaï, c'est même les 20 derniers sont pas faciles. D'accord. Pas toujours faciles. Donc toi, tu y allais depuis Lyon avec Emirates, je suppose ? J'y suis allé depuis Lyon, effectivement, par ce vol direct, qui est bien commode. Sans publicité, on n'a pas d'action chez Emirates. Non. Il faut reconnaître qu'il est bien commode. Ni de billets gratuits, non. Non, loin de là. Ça aussi, ça a disparu avec les goodies, ça, je suis arrivé trop tard, alors. Et donc effectivement, j'y étais pour l'autre publication chère à mon cœur, c'est-à-dire Aviation Week. Voilà. Et là, donc, tu étais à nouveau le rédacteur en chef du Show Daily ?
C'est ça, de Show News, D'accord. notre Show News. quotidien sur le salon. Combien de numéros vous avez fait pendant le salon? 3, disponibles sous forme d'appli, Mhm. lisible, qu'on peut lire sur une appli. Ouais. Mais effectivement, on raisonne toujours en termes de numéros. Mhm. Donc on en a fait 3. Oh, d'accord. Et vous étiez combien là sur le salon? Et on était une équipe de 6 journalistes. D'accord. Enfin, alors si je fais l'addition correctement, on va dire plutôt 8, en comptant le photographe Mhm. et votre serviteur. Plus l'équipe technique, les secrétaires de rédaction, tout ça. Alors en comptant le secrétaire de rédaction, oui, voilà, je pense que c'est le bon nombre, on va dire 9. Par rapport au salon du Bourget? Et par rapport au salon du Bourget, ça doit être 4 de moins à peu près. Au salon du Bourget, on était 4 de plus. Okay. Et donc, une actualité, j'irais presque étonnamment chargée. Oui. Parce qu'après être passé, après le salon du Bourget, où là, ça avait été un salon vraiment très très dynamique, on pouvait craindre pour le salon de Dubaï que ce soit un petit peu au ralenti ou que ce soit un peu du réchauffé. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça a commencé très fort même. Ça a commencé très fort avec des commandes. Ouais. On parlera aussi des stands militaires, enfin de tout ce qui était matériel militaire et projets militaires aussi. On parlera aussi d'espace, mais oui, un salon tout à fait animé. Alors je réponds à Bédig, plus de journal papier pour le quotidien du salon, point d'interrogation. Alors plus chez nous, plus chez Aviation Week, mais nos concurrents ont gardé la version papier. Ce qui aujourd'hui paraît complètement anachronique. Quand on voit le gaspillage que c'est fait, parce que c'est des journaux qui ont une espérance de vie, une durée de vie très très courte. C'est des quotidiens. Bon, rares sont quand même ceux qui les collectionnent, les visiteurs qui les collectionnent. Et c'est des papiers de très très belle qualité. Et surtout, j'allais dire un mot méchant, mais c'est des pièges à pub quand même. Donc, ah oui, bien sûr, ce sont des journaux gratuits. Voilà. Donc oui, nos revenus, quel que soit le quotidien, c'est la publicité. Et donc là, est-ce que justement la décision d'Aviation Week de passer en tout numérique, elle ne donne pas des idées aux autres parce que oui, on s'attend à ce qu'ils s'y mettent un jour ou l'autre. Parce que c'est peut-être Aviation Week a peut-être pas perdu trop de budget publicitaire. En revanche, il fait d'énormes économies en ce qui concerne l'impression. Surtout le prix du papier, l'encre et l'impression a explosé là, depuis 2 ans. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux sur la partie revenus publicitaires. En revanche, oui, on a fait d'énormes économies de coûts. Ça c'est sûr, de coûts de production, et on a énormément gagné en souplesse. Donc nos concurrents, alors oui bien sûr ils ont des sites internet mais c'est pas pareil. Nos concurrents ils se fondent sur des journaux papier publiés une fois par jour. Nous notre appli, oui avec notre appli on parle bien de 3 numéros, mais l'appli est alimentée toute la journée. Donc si vous arrivez sur le salon le lundi matin et que vous ouvrez sur votre appli Show News l'édition du lundi, vous aurez peut-être une vingtaine d'articles, mais à la fin de la journée il y en aura 10 de plus. Et quand je dis article, c'est article, podcast, galerie photo et vidéo. On les met sur un pied d'égalité avec les articles. Et moi j'ai toujours été assez impressionné quand même par ces organisations. C'est-à-dire que quand... toi, tu as connu aussi la période papier. Je me souviens que quand tu travaillais sur le salon IBES de l'aviation d'affaires à Genève, tu avais même été impliqué dans la recherche, dans l'installation de la rédaction. Parce que là, il fallait, et ça, c'est encore le cas pour Aviation International News, pour Flight aussi, c'est ça? Oui. Donc là, on installe carrément une rédaction dans une salle du salon. Donc une rédaction, ça veut dire des postes de travail, ça veut dire mettre tout ce monde en réseau. Et puis, il faut également trouver une imprimerie à proximité pour imprimer ces journaux et les avoir très très rapidement, puisque certains sont imprimés dans l'après-midi pour être distribués à la sortie du salon, d'autres le matin ou pour être distribués dans les hôtels. Donc c'est vraiment une organisation impressionnante qui tourne pour bien. Quelques jours, pour seulement quelques jours. Pour quelques jours et qui doit coûter quand même très très cher. Ouais. Donc quand tu dis des économies en passant au numérique, ça c'est presque un euphémisme. On répond au chat que nous remercions pour leurs questions et remarques. Alfred, sans oublier toute la logistique, effectivement, qui accompagne le transport de ces documents papier, tout à fait, ça rejoint ce qu'on disait. Et Franck May, oui, pas très accessible Dubaï, non. Il suffit d'avoir un arc-en-ciel sur sa veste pour faire un détour en prison sans toucher 20 000 francs.
Alors effectivement, on rappelle que Dubaï n'est pas une démocratie, que Dubaï est une monarchie et que, alors je ne sais pas exactement comment le formuler, mais en un mot, l'homosexualité y est punie. Et ne serait-ce que quand on se promène sur la marina, il y a un petit panneau qui indique, un grand écriteau pardon, qui indique les règles de bienséance à suivre, et il faut éviter les marques d'affection trop visibles. D'accord. D'une manière générale, alors, indépendamment de l'hétéro ou homosexualité, pas question de montrer des marques d'affection trop visibles. Voilà pour l'ambiance. D'accord, donc c'est pas non plus un pays où il faut aller taguer les avions, je pense. Non, alors effectivement, ils n'ont pas ce problème-là. Non, je ne sais pas pourquoi. Et ah oui, alors d'ailleurs, avant de passer à Airbus et Boeing, si tu veux bien, est-ce qu'on peut faire un micro-détour par l'aviation d'affaires ? Au salon EBACE, alors le salon EBACE restera marqué, le salon EBACE 2023 restera marqué par cette intrusion d'activistes écolos sur l'exposition, sur la présentation au sol des avions, qui se sont donc enchaînés à des avions. Je ne me rappelle pas s'ils ont peint, est-ce qu'ils ont peint quelque chose sur les avions. Donc, en tout cas, ils sont enchaînés à des avions. Ils se sont enchaînés au Gulfstream. Donc ça, c'était à Genève. Oui. En Suisse, une démocratie tout à fait respectable. Au salon NBA aux États-Unis, donc aux États-Unis, démocratie tout à fait respectable également. Certains avionneurs, nommément Gulfstream, n'ont pas exposé. La raison officielle était autre, mais en off, on a entendu à plusieurs reprises de la part de Gulfstream qu'une des raisons pour laquelle ils n'exposaient pas aux États-Unis, à la NBA, qui est le grand rendez-vous annuel de l'aviation d'affaires aux États-Unis, n'exposait pas là-bas, par crainte d'une action similaire d'activistes écolos à Las Vegas. Devinez qui exposait au salon de Dubaï ? Gulfstream. Donc, Gulfstream et autres, et les concurrents. Donc, voilà, alors, d'une manière générale, alors c'est pas la seule raison, mais en tout cas, je pense que les avionneurs d'affaires se sentaient davantage en sécurité, si on peut le dire comme ça, vis-à-vis des intrusions d'activistes écolos qui ne sont pas non plus des terroristes. Ils se sentaient davantage en sécurité de ce point de vue-là à Dubaï qu'à Las Vegas. Et donc il y avait une présence importante des avions d'affaires au salon de Dubaï, Gulfstream, Dassault, Textron, donc les marques Cessna et Beechcraft, Bombardier, pour ne nommer que. Présence importante d'avions d'affaires et le match Airbus-Boeing, comme à tous les salons. Voilà, c'est donc, ça. Donc on peut dire que dans chaque salon, Airbus et Boeing font la course à l'échalote en termes de nombre de commandes, on peut le dire comme ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça en est même par moments ridicule parce que tout le monde fait semblant de se passionner pour ce match qui à la sortie aura vendu le plus d'avions. On sait bien que sur un salon, on vend quand même pas beaucoup d'avions. Ces contrats sont d'une complexité. J'ai jamais vu un contrat de vente d'une flotte, parce qu'en général, c'est pas un avion, mais c'est souvent par dizaines. Donc, ces contrats de vente doivent être épais comme ça, et puis avoir été relus par des armées d'avocats. Donc, c'est évidemment pas des contrats qui sont signés sur les salons comme on veut nous le faire croire, et comme nous, journalistes, on fait semblant de croire aussi. Mais n'empêche que les constructeurs sont incorrigibles de ce point de vue-là. Ils veulent toujours faire croire qu'ils ont vendu énormément pendant un salon. Et donc, à Dubaï, on n'y a pas échappé. Alors néanmoins, en ce qui concerne Turkish Airlines... Ah voilà, j'allais y venir. Alors le contrat était peut-être en cours de préparation. Mais alors, pardon. Non, mais vas-y. était probablement en cours de préparation. Alors effectivement, s'il avait été signé au salon, on aurait pu faire le commentaire que tu viens de faire. Ah oui, mais en réalité, c'était préparé longtemps à l'avance. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord suffisamment loin, pas suffisamment d'accord pour signer un contrat. En revanche, ils ont réussi pardon Martin, pardon à tous, j'avais de l'écho. Mais ils ont réussi à avancer les négociations pour signer un accord de principe. Voilà. Donc pas un contrat, mais je pense qu'Airbus et Turkish Airlines voulaient absolument faire parler d'eux au salon, donc ils ont dit on signe un accord de principe pour, alors c'est plusieurs centaines d'avions, j'ai plus le chiffre en tête, au moins 200, mais bon, c'est pas tout à fait un contrat. Parce que effectivement, cette commande historique pour Turkish Airlines était annoncée avant le salon.
Alors pas ni par la compagnie ni par le constructeur, hein. C'était les journalistes qui disaient il y aura une grande commande. Ensuite, par là, il y a une boucle WhatsApp chez Airbus, par exemple, sur lesquelles les journalistes sont prévenus des conférences de presse. Et donc, il y a une conférence de presse qui a été reportée de jour en jour. Et donc, c'était effectivement celle-là. On nous promettait une grande annonce. Bon, elle n'a pas eu lieu. Donc, ce qui fait que du coup, on peut presque se dire Airbus s'est contenté de miettes, si ce n'est qu'à l'avant-dernier jour du salon, il y a quand même eu une commande assez substantielle d'Emirates, hein, c'est ça, hein. Tout à fait, notamment de 350-900, mais rien à voir avec ce qui était attendu, hein, c'est ça. Et effectivement, Boeing, c'est vraiment Boeing qui a remporté le match, alors le match entre guillemets, du salon de Dubaï, avec un grand nombre de commandes pour des longs courriers et des moyens courriers. Et donc, notamment d'Emirates. Et c'est Boeing qui a ouvert les hostilités dès le premier jour avec cette commande, comme tu dis, d'Emirates, dont nous avons évidemment parlé sur Aérobuzz. Donc Aérobuzz, le site d'information aéronautique, et nous vous encourageons à vous abonner à Aérobuzz. Donc abonnez-vous à Aérobuzz pour être informé, pour pouvoir suivre l'actualité, et puis pour nous permettre, nous, de continuer à faire notre boulot, puisque les abonnements sont précieux pour pouvoir financer Aérobuzz. Donc, c'était juste une parenthèse commerciale. Et avant de faire une digression, enfin plus qu'une digression sur le succès de l'A350-1000, donc la version allongée de l'A350, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant, notamment Gilles Rosenberger, JBO 777. Gilles Rosenberger, dont on reparlera tout à l'heure, parce qu'il a signé une tribune sur la semaine dernière sur Aérobuzz à propos des eVTOL. Et c'est une tribune qui a beaucoup agité nos lecteurs. Donc, il faut dire que l'actualité autour des eVTOL est riche, on en reparlera. Et je sais que Gilles Rosenberger est actuellement, vient d'arriver en Chine, où il doit justement intervenir dans un congrès sur la nouvelle aviation. Mais on en reparle tout à l'heure. Alors à tous ceux qui nous rejoignent maintenant, bienvenue. Vous êtes sur Jumpseat, l'émission qui parle d'aviation, tous les mardis à midi. Et vous nous rejoignez au moment où nous faisons le débrief du salon de Dubaï, le Dubai Air Show. On a parlé du match de commande Airbus-Boeing et on s'apprête à se plonger en particulier dans le cas de l'A350-1000, la version allongée de cet avion, qui enfin enregistre un certain succès. Alors pas spécialement au salon, là c'est un peu le mauvais exemple, on s'attendait à ce qu'il reçoive des commandes, ça n'a pas vraiment été le cas, mais d'une manière générale, la 350 fonctionne bien. En partie parce que le 777X est en retard, mais pas seulement, les qualités intrinsèques aussi de la 350-900 et -1000 sont la source d'assez nombreuses commandes pour Airbus depuis le début de l'année. Ça a été même plus que prévu. Avant le salon, Airbus en était à 127 commandes. Bon, ça n'a pas dû beaucoup bouger pour le -1000, mais voilà, donc davantage de 127 commandes par rapport à plusieurs centaines, combien presque 800 pour Alors pardon, Airbus en était à 127 commandes pour la 350-1000 entre le 1er janvier et le salon de Dubaï. D'accord. Et donc cet avion, alors qui a été livré pour la première fois à Qatar Airways en 2018. Et alors je me souviens à l'époque, j'avais été à cette première livraison à Toulouse. Et celui qui est aujourd'hui le directeur d'Airbus pour les avions civils, Christian Scherer, qui était à l'époque le directeur des ventes, si je me souviens bien, j'espère ne pas écorcher son titre. Christian Scherer disait on attend la vague de remplacement du 777, donc du concurrent Boeing, du Boeing 777-300ER. On attend cette vague de remplacement et on est confiant. Et il avait fait cette métaphore, il avait dit on l'attend sur la plage avec notre surf sous le bras. Et on est confiant. Alors ça a mis un peu plus longtemps que prévu à arriver, mais effectivement Airbus est en train de surfer la vague du remplacement des 777. En partie parce que le successeur est en retard. Le 777X a 5 ans de retard dans sa mise au point. Alors Boeing n'est pas le seul à avoir du retard dans ce développement. Mais bon, en tout cas, voilà, 5 ans de retard tout de même pour le 777X, ce qui n'empêche pas que Emirates
conserve sa confiance, garde sa confiance dans le programme et a ajouté des commandes à une commande existante. Emirates avait été le client de lancement en 2013, souvenez-vous, Dubaï 2013, méga commande d'Emirates, notamment pour des 777X. C'était au salon de Dubaï que Boeing avait lancé cet avion, et effectivement, il y avait eu 5 compagnies aériennes qui avaient commandé beaucoup d'avions. C'était un démarrage incroyable. Il y avait même, dans les commandes, il y avait des cargos aussi. Il y avait la version cargo, je crois que c'était Air France qui avait commandé des cargos, il me semble. Donc voilà, toutes ces compagnies, elles doivent patienter aujourd'hui, et on ne sait pas vraiment quand est-ce que Boeing aura terminé la mise au point de cet avion. Alors, aux dernières nouvelles, l'entrée en service est prévue pour 2025. Mais bon, le Boeing doit franchir des obstacles. C'est vraiment une course d'obstacles, en fait. Pour Boeing, c'est une course d'obstacles, c'est compliqué. Ça fait les affaires d'Airbus, évidemment, mais d'une manière générale, les compagnies aériennes se disent miser sur un seul cheval, c'est dangereux. Alors, bien sûr, quand on est une compagnie aérienne, on se dit si j'ai un seul type d'avion pour telle taille, mettons, on va dire pour le segment 300, 400 places, si j'ai un seul type d'avion, je fais des économies d'échelle, notamment en termes de maintenance. En revanche, miser sur un seul cheval, c'est risqué, puisqu'on voit bien année après année que de nombreux programmes d'avions sont en retard. Donc de nombreuses compagnies misent sur les deux, sur une flotte duale Airbus-Boeing, même pour 2 avions qui apparaissent concurrents, il y a des compagnies qui commandent les deux, pour être sûr qu'il y en ait au moins un qui fonctionne. Et puis, pour la compagnie, d'être moins à la merci d'un fournisseur aussi. C'est parce ça, que même commercialement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le fournisseur peut peut appliquer les prix qu'il veut s'il n'y a plus de concurrence. Bon, alors ça, ce que tu dis, c'est vrai pour les compagnies suffisamment grandes, qui ont des flottes très importantes. Mais en dessous d'un certain seuil, il n'est pas possible d'avoir 2 types d'avions oui, effectivement, il faut une une flotte assez importante. C'est pas possible. Alors, concernant la 350 -1000, il y avait aussi un problème de moteur qui fait que c'est un avion qui n'a pas pris son élan tout de suite, non ? Oui, en particulier dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles, donc les régions où il y a du sable, typiquement. Le moteur a les performances attendues, mais pas la durée de vie entre deux intervalles. Pardon, l'intervalle de maintenance n'est pas celui attendu. Donc entre 2 visites à l'atelier de maintenance, la durée n'est pas celle attendue. Et c'est ce qui a retenu Emirates de commander la 350-1000. Emirates a bien commandé quelques exemplaires du -900, mais publiquement, le patron d'Emirates a dit le moteur, en l'occurrence un moteur Rolls-Royce, c'est ça. Le 350-1000, ne répondrait pas à nos attentes, son intervalle de maintenance est trop court. Alors il a même employé un terme polémique, il a dit le moteur est défectueux, et bien sûr Rolls-Royce est monté au créneau en disant non, le moteur n'est pas défectueux, effectivement on travaille à rendre le moteur plus résistant sur la durée au sable et autres conditions difficiles. Mais non, le moteur fonctionne, ce qui est juste. C'est une petite polémique au salon de Dubaï autour de ce modèle d'Airbus. Moi, j'ai vu que les vidéos, mais il semblerait que, du moins, les constructeurs ont fait des belles présentations en vol des 2 avions, là, du 777X et puis de la 350 000. Oui. Tu as assisté, tu as pu sortir de ta rédaction. De ma salle de rédaction, pas des masses, mais oui, les présentations en vol étaient tout à fait spectaculaires. J'en ai eu plusieurs échos. Et alors, si on peut faire une parenthèse sur les présentations en vol, la plus spectaculaire, c'était celle d'un F-15. Alors, c'était le F-15EX. Ça doit être le EX, qui a fait une présentation en vol dans un volume particulièrement restreint. Donc au lieu de faire des passages bas à grande vitesse, ce qui est un petit peu ennuyeux, ce que d'autres avions ont fait d'ailleurs, comme un F-16, pas les 2 F-16, mais un F-16 a fait une démonstration un petit peu ennuyeuse de ce point de vue-là, le F-15EX, au contraire, a fait la démonstration. Alors le F-15EX, c'est le premier F-15, ou le deuxième, en tout cas c'est un modèle qui a des commandes de vol électriques, ce qui n'était pas le cas des premiers F-15. Et ce qui permet donc une manœuvrabilité, une maniabilité phénoménale. D'accord. Donc alors, je ne sais pas si c'est disponible en replay, si je puis dire, sur le site du salon de Dubaï, mais bon, la présentation du F-15EX, ça doit se trouver, je pense, assez facilement. Si c'est pas sur le site du salon, ça sera sur d'autres sites. Alors, Alfred qui nous dit, moi j'aime bien les passages de vitesse, d'accord, mais au bout de 2, vous pensez, ok, on a compris.
Alors, JBO 777 dit: j'ai le souvenir d'une mémorable visite du 777X au Bourget, à voir et à revoir sur Jump Seat Triplet. Effectivement, 1000 fois oui. Là, ça a été un grand moment du salon du Bourget 2023 avec, pour l'équipe de Jump Seat. Là, cette visite restera quand même dans les souvenirs, ça c'est sûr. Alors, on a parlé du match Airbus-Boeing au salon de Dubaï. Est-ce que tu disais que c'est un peu artificiel ces commandes annoncées au salon? Honnêtement, ça me donne des boutons de voir qu'on continue à jouer le jeu, que les communicants... Tu veux dire que c'est pas représentatif de la réalité? Si, parce qu'à la sortie, effectivement, ces commandes rentrent dans les carnets de commandes et les grossissent, bien sûr. Alors après, c'est vrai que les grandes commandes historiques, quand une compagnie commande 250 avions à chacun des deux constructeurs, suivez mon regard, au moment des livraisons, souvent, il y a des changements. Parce que des fois, elle en a besoin de moins, d'autres fois, ça dérive vers un autre modèle. Bon, tant que c'est simplement des modifications, voilà. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a une excitation, on court d'une salle de conférence de presse à une autre pour avoir ces résultats. C'est presque de l'actualité artificielle. Par opposition à une situation pour toi qui est différente de la... Donc là, on a vu Boeing remporter le match des commandes au salon de Dubaï et on a une analyse récente de notre contributeur... j'ai oublié son prénom, Louis Kulika, qui nous parle justement de la santé financière d'Airbus et Boeing, et l'image est différente, le tableau est différent. Alors évidemment, on sait tous que Boeing est en très très grande difficulté financière, mais pas que financière, organisationnelle aussi. Hein. On voit bien les retards pris dans les programmes, ce sont des problèmes d'organisation. Alors Louis Kulika... a rejoint l'équipe il y a quelques temps. C'est un ancien contrôleur de gestion, donc il connaît bien les choses. Et c'est-à-dire que quand il a rejoint l'équipe, la première chose qu'il a faite, c'était de récupérer les bilans des compagnies pour faire ses propres tableaux Excel. Et donc, il triture les chiffres à longueur de journée. En l'occurrence, les bilans d'Airbus et Boeing, principalement. Et ça lui procure énormément de plaisir. Et donc, c'est vrai que... il en ressort des infos qui sont quand même assez intéressantes. Et là, par exemple, l'article que nous montre Martin, là, en ce moment, où... si tu peux revenir sur le titre, Martin, il montre bien, et ça il faut vraiment éplucher les comptes pour s'en rendre compte, c'est que Boeing est obligé d'emprunter pour rembourser des intérêts d'emprunt. Et donc, avec une augmentation des taux d'intérêt, comme c'est titré ici, effectivement, ça alourdit chaque année un peu plus la facture. Donc, aujourd'hui, Boeing n'est pas en capacité d'investir. Mais ce qui est intéressant, alors bon, il fait le même travail sur Airbus. Là, si je dirais, c'est presque la situation opposée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Airbus gagne de l'argent, va très très bien, à un très très faible endettement. C'est remarquable. Mais le parallèle, on peut le faire à un autre niveau. C'est-à-dire que depuis quelques mois, il y a cette affaire de malfaçon des fuselages, la partie arrière des fuselages des 737, où il y avait plein de trous qui n'étaient pas au bon endroit. Je rappelle que quand même c'est une partie pressurisée quand même de l'avion, donc il ne faut pas faire trop de trous inutiles. Donc ces fuselages sont fournis par Spirit, qui avant apportait, je crois, à Boeing, il me semble, et qui a été revendu. Oui, qui a été externalisé par Boeing. Qui a été externalisé par Boeing, et qui aujourd'hui, c'est simplement un fournisseur, mais un fournisseur qui a des difficultés. Donc là, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ça fait quand même depuis pas mal de mois, que Boeing, avec Spirit, essaye de régler ce problème. De l'autre côté,
on a vu que des fournisseurs de Boeing, d'Airbus, étaient en difficulté, notamment Aubert et Duval, étaient en difficulté. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Airbus? Il a racheté son fournisseur. Alors, pas tout seul, hein, je crois qu'il y a Safran également qui est dans la boucle. Donc, mais il ne l'a pas fait que pour un seul de ses fournisseurs. Donc, la bonne santé financière d'Airbus lui permet aujourd'hui de renforcer sa chaîne de production, hein, puisqu'on sait qu'une chaîne de production, sa solidité, c'est la solidité du plus faible de ses maillons. Donc là, il a réussi à racheter les plus faibles, du moins ceux qui étaient le plus en difficulté, pour justement leur redonner, les consolider, et puis au même passage s'assurer donc des produits de qualité. Donc ça veut dire aussi que Airbus se renforce pour le futur, alors que Boeing continue à s'enfoncer. Et c'est ce travail que fait Louis Kulicka là, pour Aérobuzz depuis quelques années. Je vous invite à relire ces articles parce qu'ils mettent vraiment en perspective sur le moyen et le long terme l'avenir des deux constructeurs. Très bien, donc là on a pris du recul sur la situation d'Airbus et Boeing, donc au-delà du match des commandes au Salon de Dubaï. Tout à fait, ouais. On va revenir au Salon de Dubaï en parlant de notre constructeur, en l'occurrence ATR. Juste avant, on souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous regardez Jump Seat, une émission d'aviation, d'industrie aéronautique de manière plus générale. Pensez à nous suivre sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter et Instagram. Ça nous soutient. Revenons donc au Salon de Dubaï, toujours dans le domaine civil, avec, on va le mentionner quand même si Airbus et Boeing ont tenu le devant de la scène, on peut écraser le reste du domaine des avions civils par ces grosses commandes. ATR a presque annoncé une commande. Alors ATR, on rappelle de qui il s'agit. ATR, c'est ce constructeur d'avions régionaux à turboprop, donc à hélice, basé à Toulouse, qui est une co-entreprise d'Airbus et de l'italien Leonardo, et qui a eu son heure de gloire. Alors comme tous les avions régionaux, comme tous les constructeurs d'avions régionaux, ATR a eu son heure de gloire depuis quelques années. C'est plus difficile, les ventes sont peu nombreuses. Les ventes sont à un niveau franchement faiblard depuis quelques années. Néanmoins, ça vaut le coup de mentionner un succès qui a été annoncé donc à Dubaï avec un loueur d'avions qui s'appelle Abello. Un loueur d'avions qui s'est lancé en 2022 avec des ATR d'ailleurs, avec une commande d'ATR. Donc une toute jeune entreprise qui a ajouté une commande de 10 avions, 10 ATR. Donc ce sont des ATR 72, je crois, donc la version 70-80 places. Qui seront livrés dans les années qui viennent. Alors, c'est pas tout à fait un contrat. Là, on en est alors, c'était un peu plus que l'accord de principe. C'était, je sais plus comment il l'appelait. Bref, on va dire un pré-contrat qu'il compte finaliser. Donc, il compte signer. Le contrat, proprement dit, doit être signé au mois de décembre, donc incessamment sous peu. D'accord. Donc, 10 avions de plus, une commande de 10 avions de plus engrangée par le constructeur toulousain ATR. Alors, ATR traverse quand même une passe assez difficile parce que moi, j'ai pas vu passer beaucoup d'annonces de vente depuis le début de l'année. J'ai recherché, j'en ai pas beaucoup trouvé. Parce que c'est vrai que quand les constructeurs vendent bien, en général, ils n'hésitent pas à faire des rappels à longueur d'année pour dire, voilà, on en est à tant d'avions depuis le début de l'année. Là, c'est silence radio. Je me souviens d'une époque... il y a quelques décennies où ATR comptabilisait les avions d'occasion qu'ils vendaient, parce qu'ils ne vendaient plus d'avions neufs. Là, on n'en est pas encore à ce stade-là. Mais ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que ce marché des turboprops régionaux était pendant longtemps était partagé entre deux constructeurs. Le français, donc du moins l'européen ATR, et puis de l'autre côté, c'était le canadien Bombardier, avec les Dash d'abord, et puis après les Regional Jet, les Q400, tout ça, dont Alfred est un fan invétéré. Mais donc, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, Bombardier s'est complètement retiré de ce marché-là, et donc du coup, ATR est tout seul sur ce marché, et il n'en vend pas plus.
Alors on remercie Starway 366, dire que dans les années 90, les turboprops étaient les avions du futur du fait de leur faible consommation. Oui, Starway 366, 1000 fois oui, et devrait être les avions d'aujourd'hui du fait de leur faible consommation. Alors, les raisons de cette faiblesse du marché des avions régionaux sont complexes. On espère les aborder en profondeur un jour ou l'autre dans Jump Seat. Oui. On a un invité qu'on a du mal à faire venir. Alors, si dans le chat vous avez des... Cet invité dont tu parles, et on ne va pas révéler son nom, je devrais le rencontrer vendredi au congrès des aéroports français à Paris. Donc, je ne manquerai pas de lui relancer notre invitation. Et sur le chat, si vous avez des idées d'invités que nous pourrions avoir pour parler aviation régionale, construction surtout, marché des avions régionaux, marché des avions régionaux sur le Jump Seat, vos idées sont les bienvenues. Et vraiment, c'est un sujet qu'on souhaite creuser. Chez ATR, il y a un programme qui est vraiment très très intéressant, c'est l'ATR 42600 STOL. STOL au sens décollage court, atterrissage court. Ouais. Donc pour des marchés vraiment spécifiques. Et là aussi, c'est un produit prometteur, si ce n'est que je crois que pour le rendre STOL, malheureusement, on enlève quelques sièges aussi, donc c'est pas forcément top. Mais ça permettrait d'ouvrir l'accès à plusieurs centaines d'aéroports à travers le monde, dans des endroits très très enclavés, très isolés. Donc voilà, c'est des avions qui sont, moi je trouve, très attachants, les ATR. Merci Martin. Donc c'est bon. Moi j'ai eu l'occasion de faire un convoyage d'un ATR depuis Papeete jusqu'à Toulouse en 8 jours. Bon, ça restera un des grands moments de ma carrière de journaliste, et c'est vraiment un avion assez extraordinaire. Mais voilà, aujourd'hui, il y a d'autres avions qui sont plus rentables. On reste au salon de Dubaï, mais on va parler un petit peu de militaire, puisqu'il n'y avait pas que les avions civils à faire parler d'eux au salon de Dubaï. En particulier, les Émirats arabes unis ont de grandes ambitions en termes de construction de matériel militaire. Alors, ils n'en sont pas encore à construire un concurrent du Rafale ou du F-35, mais on a vu exposer des drones. Alors Martin, si on peut voir le drone qui s'appelle le Genia, donc c'est une petite vidéo. Bon, merci Aviation Week, puisque nous diffusons quelques secondes. Tu as tes entrées chez Aviation Week. J'ai fait de mon mieux. Donc c'est un concept de drone exposé par l'entreprise Edge, qui est une entreprise émirati, qui est le conglomérat de défense, si vous voulez, émirati. Donc là, c'est une maquette grandeur nature, du Genia, drone de combat émirati. Aujourd'hui, c'est une maquette à échelle réduite qui vole. Et voilà, ceci pour illustrer les grandes ambitions de ce pays en matière de défense. Et puis on peut faire allusion aussi à un article de Frédéric Lert, récent, toujours sur les drones aux Émirats, et sur un autre modèle qui s'appelle le Reach S, qui n'est pas un drone de combat proprement parlé, même s'il peut être armé, mais qui est plutôt un drone de reconnaissance. Donc merci, là, Fred, on a fait c'est cet article, le drone. Le dronadaire, y aurait-il un jeu de mots ? Le dronadaire aux Émirats arabes unis. Ça m'étonnerait de Frédéric Lert. Non, il n'est pas du genre à faire des jeux de mots. Des jeux de mots. Non. Est-ce que si vous l'avez noté, le jeu de mots, le premier qui nous... Ah oui, alors super question de Bédig. Est-ce que Edge voisine avec les stands israéliens ? De toute façon, c'est assez concentré. Le salon, la partie stand, les stands sont assez concentrés. Bon bref, ça, je ne sais pas répondre à la question. Ce que je peux dire en revanche sur la deuxième question, est-ce que j'ai vu des Israéliens à Dubaï ? Alors, le salon de Dubaï les Émirats ont été un des premiers pays à normaliser leurs relations avec Israël. Bon, c'était évidemment avant la guerre actuelle. Les Israéliens ont exposé au salon de Dubaï, je pense que c'était en 2021. Est-ce qu'ils avaient exposé en 2019 ? Ça, je ne me rappelle pas. Toujours est-il que oui, voilà, on s'attendait à revoir des Israéliens au salon de Dubaï. Les stands étaient là, mais les stands étaient vides. Ah oui, d'accord. Donc nous n'avons pas vu d'Israéliens à Dubaï, ou alors on les a vus sans savoir qu'ils étaient Israéliens, parce que c'était des agents du Mossad, ça c'est toujours possible. Et puis, toujours sur les stands militaires, dans le domaine militaire à Dubaï, on a vu aussi des drones chinois. Alors, une présence chinoise beaucoup plus notable qu'au salon du Bourget. On a l'impression qu'ils sont davantage ouverts, en tout cas qu'ils exposent davantage de choses, davantage de nouveautés
et de matériel au salon de Dubaï, avec notamment le AR2000 présenté sur le stand Katik, le stand chinois Katik. Martin, as-tu l'image? Voilà. Donc un petit extrait d'Aviation Week à nouveau. Un drone hélicoptère armé d'une taille considérable, c'est de la taille d'un hélicoptère de combat Apache, un hélicoptère de combat américain Apache, même taille. Apparemment il vole. Donc là c'est une maquette qui était sur le stand, mais apparemment il vole pour de vrai. Et c'était assez curieux, il a été exposé brièvement avec son panier de roquettes sous le moignon d'aile, là comme on les voit. Et puis dès le début du salon, cette partie-là de la maquette a été enlevée. Et il a été plutôt présenté comme un drone de reconnaissance. Même si le rôle armé n'était pas complètement masqué, pas complètement passé sous le boisseau. Mais donc voilà, donc en tout cas un drone de taille respectable présenté sur le stand chinois Katik. Même taille que l'Apache dans la classe des 10 tonnes. Ouais. Et drone, c'est ça, drone embarqué d'ailleurs. Les pales de cet hélicoptère sont repliables, donc on peut l'embarquer. Alors, c'est parce que Mitterrand est passé et a demandé qu'on les enlève, point d'interrogation de Alfred. Alors, référence, je crois, au Salon du Bourget où François Mitterrand 1981. Voilà. Et où, alors, qu'est-ce qu'on enlevait précisément? Alors, c'était donc un mois après l'élection du président socialiste. Et quand il est allé visiter le salon du Bourget, il a demandé, du moins son entourage a demandé à ce qu'il n'y ait aucun armement présenté sous les avions et les hélicoptères. Donc tout avait été enlevé. Voilà. Bon. Le salon suivant, ils étaient remis, il n'y avait pas de problème. Alors question de Bédig, même taille que l'Apache, dans la classe des 10 tonnes, point d'interrogation. Alors l'AR2000 en tout cas est de la taille, alors je n'ai pas la réponse sur la masse, mais en termes de taille, c'est à peu près un Apache. D'accord, c'est une grosse machine. Oui, c'est une grosse machine. Donc confère Aviation Week pour plus de détails. Par contre, je crains que nous n'ayons pas la réponse ni chez nous, Aerobuzz, ni chez Aviation Week sur la masse. Mais à lire en détail. Et dernier élément que nous souhaitions évoquer sur les produits militaires présentés au Salon de Dubaï. Pardon, pas les produits militaires présentés, mais plutôt l'actualité militaire du Salon de Dubaï. C'est ce contrat. Alors, c'est pas le genre de contrat dont on entend parler d'habitude, mais là, les Émirats ont été assez ouverts sur la question. Et ils ont commandé une douzaine d'avions L-15 au constructeur chinois. SOS, rappelez-moi le nom du constructeur chinois, bon, ça va me revenir. Donc nous avions L-15 pour leur patrouille, donc l'équivalent, pour leur équipe de démonstration, donc pour l'équivalent de la patrouille de France, pour leur patrouille aérobatique, Al-Foursan, qui est aujourd'hui équipé d'avions Air Macchi, des MB339, qui donc à moyen terme va passer sur avion chinois L-15. Donc ce contrat annoncé au Salon de Dubaï. Et alors Gilles Rosenberger, je reviens sur François Mitterrand au Salon du Bourget 1981. Gilles nous dit « Les équipements militaires furent remis dans les heures qui ont suivi le passage de François Mitterrand ». Effectivement, maintenant que tu le dis, ça me revient. Ouais. Et il nous reste un tout petit point quand même, je voulais dire un mot d'espace, puisque en plus de la défense, les Émirats Arabes Unis ont de grandes ambitions dans le domaine spatial. Ils ont déjà eu 2 astronautes qui ont fait des séjours dans la station spatiale internationale. Et ils ont aussi eu un programme qui s'appelait Hope en 2021, qui a donc un programme de sonde martienne. Donc une petite sonde qui a orbité autour de Mars en 2021. Et ils travaillent, donc juste un exemple de ce qu'ils ont déjà fait, de leur réalisation, et ils travaillent sur un programme d'exploration de la ceinture d'astéroïdes. Donc à nouveau un programme d'exploration spatiale, une sonde qui ira voir de près les astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes. Voilà pour le domaine spatial, donc avec des stands de taille tout à fait notable sur le salon de Dubaï, dans les halls du salon de Dubaï. Voilà pour le salon. Je voulais juste m'arrêter un moment sur la réaction de la zone aéro, que je salue d'ailleurs. Bonjour, pas mal l'article Aérobuzz sur PFT de ce matin. Alors je décode. PFT, donc c'est une école de pilotage professionnel. Qui a cessé ses activités, qui a été liquidée il y a quelques jours. Et
l'article auquel fait référence la zone aéro, c'est une réaction du JPAG. Donc le JPAG, c'est le groupement des industriels et des professionnels de l'aviation générale, donc qui regroupe les ateliers de maintenance, les petites sociétés de travail aérien et les écoles de pilotage. Et donc, voilà, merci Martin. C'est le JPAG qui fait une mise en garde en disant attention, quand où vous mettez les pieds, c'est-à-dire ça s'adresse aux parents d'enfants, de jeunes qui voudraient devenir pilotes de ligne. Ça s'adresse aussi aux gens en reconversion professionnelle qui veulent se lancer dans le pilotage professionnel pour devenir pilote de ligne. C'est pas la première fois qu'une école font les plombs comme ça. Et chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire, dans le cas particulier, c'est une école qui avait 180 stagiaires en cours de formation. Je rappelle quand même qu'une formation de pilote de ligne, c'est à peu près 100 000 euros. La formation, il y a tous les frais annexes d'hébergement, voilà. Et donc, ça veut dire que ces élèves se retrouvent complètement démunis. Et s'ils doivent recommencer ailleurs, il va falloir remettre de l'argent repayer une formation pour pouvoir la terminer. D'autant que ceux qui sont concernés aujourd'hui, une grande partie de ceux qui sont concernés ont déjà été victimes d'une précédente faillite, qui est la faillite de l'école Airways College d'Agen. Et là, c'est pareil, ça avait été un drame. Il faut savoir que PFT s'est reconstruite, du moins sur les cendres d'Airways College. Donc là, le JPAG dit c'est trop. C'est les professionnels, le syndicat professionnel dit il faut qu'on arrête. Et l'objet de ce communiqué communiqué de presse qui est sorti hier, c'était de dire attention, les ATO, donc l'agrément ATO, c'est-à-dire c'est un agrément officiel de l'EASA, de la DGAC, qui certifie que c'est une école qui répond à tous les critères techniques. Mais en aucun cas, l'ATO ne se préoccupe de la question économique. Ce qui est logique. Donc on n'a aucune garantie si je suis un élève pilote qui cherche une école qui a l'air insolide financièrement. En fait, je ne sais pas comment la trouver. Je n'ai nulle part de garantie sur la bonne santé financière, sur la solidité financière d'une école. Trop de clients, alors parents ou jeunes, trop de clients pensent que le fait d'avoir cet agrément ATO, ça garantit tout le reste. Non, et c'est ce que rappelle le JPAG dans ce communiqué de presse. Et c'est vrai que c'est un problème qui revient régulièrement chaque fois qu'il y a une faillite d'une école et que des clients, des jeunes stagiaires se retrouvent comme ça sur le bas de la route. Alors Starways 366, merci pour le commentaire. Finalement, au budget près, c'est comme les auto-écoles. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire qu'il y a beaucoup d'écoles qui ferment ? Qu'est-ce que tu veux dire, Starways 366 ? Donc en attendant que tu nous répondes, on rappelle donc l'agrément ATO, c'est quelque chose d'officiel. D'officiel, et ça fait dire que l'école répond au cahier des charges, c'est-à-dire qu'elle répond à tous les critères en termes de programme de formation, de qualification du personnel, de qualification du matériel. Et l'agrément est délivré par la DGAC, donc l'autorité française. Par la DGAC, mais qui officie pour le compte de l'EASA. L'autorité européenne. L'autorité européenne. Donc voilà. Donc à la suite du précédent crash, faillite de Airways College, les parties prenantes ont eu l'idée de lancer des chartes. Voilà. Donc le JPAG a lancé sa charte, le SNPL a lancé la sienne. Il y en avait trois. Il y en a trois, je ne me souviens plus qui est la troisième, parce que voilà, donc trois chartes, mais ça répond pas au problème parce que c'est des déclarations volontaires. C'est pas ça la solution. La solution, je sais pas quelle est. La solution, c'est il faut se comporter en consommateur, c'est-à-dire
devenir pilote de ligne, c'est un rêve pour tous ces jeunes stagiaires, c'est un rêve. Mais à un moment, il faut oublier le rêve, il faut avoir la tête froide et rentrer dans l'école, rencontrer les responsables et notamment les commerciaux de ces écoles et poser les bonnes questions. Mais c'est pas facile de juger de la santé financière d'une entreprise. En tout cas, il faut y aller très prudemment avec l'argent qu'on nous demande d'avancer. Oui, très, très, très. Alors ça aussi, oui, ça oui. Tu as raison, parce que c'est vrai que normalement, une formation comme ça à 100 000 euros, elle dure, dans les meilleurs des cas, 18 mois à peu près. Et c'est chaque fois des étapes à franchir. À ce moment-là, ce qu'il faut, c'est que les clients se contentent de payer que étape par étape. Alors en principe, c'est comme ça que ça doit se faire. Et la loi dit que dans les formations professionnelles, on ne paye que au fur et à mesure de la formation qui est réalisée. On ne paye pas d'avance. Voilà. Alors au passage, oui, merci StarWest 366 pour ta réponse. Donc tu parles des auto-écoles qui ferment en cours de formation. Tu n'as plus qu'à repayer ailleurs, vieille expérience. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc effectivement, il y a certaines écoles indélicates qui ont tendance à encourager leurs clients à payer l'ensemble de la formation. On leur fait une remise de 5%. Et puis pour les écoles, en général, c'est des écoles qui ne se portent pas bien ou qui ont besoin de trésorerie. Et ça, c'est déjà mauvais signe. Et ensuite, si l'école s'arrête, comme c'est le cas pour PFT et comme ça a été le cas pour Airways, vous avez perdu vos 100 000 euros et il faut à nouveau remettre autant et donc c'est catastrophique. Et donc il existe des escrocs, il existe aussi des écoles où les dirigeants simplement manquent de compétences financières. Ils ont d'excellentes compétences techniques, de pilote, d'organisation, de formation. Ils misent tout là-dessus, sur cette expertise plutôt technique, et leurs compétences financières ne sont pas à la hauteur. Donc il y a aussi des gens de bonne foi, mais simplement qui ne sont pas compétents en tant que gestionnaire d'entreprise. Est-ce qu'on peut refermer la parenthèse? Oui, on a déjà fait des émissions dessus, on en refera sûrement. On en refera, mais c'est vraiment... c'est difficile de donner des conseils à ceux qui voudraient se lancer là-dedans, ou aux parents des enfants. Mais la seule chose qu'on peut leur dire, c'est d'être le plus prudent possible et surtout d'essayer d'être le plus froid possible et d'oublier l'enthousiasme, le rêve, tout ça, et d'essayer d'être froid. Mais ça, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Ça, j'en ai bien conscience. Alors, Franck May lit dans mes pensées pratiquement compétent ni techniquement ni financièrement. On a une tradition toute trouvée pour parler des eVTOL. Commentaire cruel. Néanmoins, moi, je prêtais à dire que les eVTOL, donc les taxis volants, les taxis volants électriques, c'est un serpent de mer depuis une dizaine d'années. Il y a régulièrement de l'actualité dessus. Il y a des choses il y a de vraies avancées, soit techniques, soit organisationnelles. Mais il y a aussi régulièrement des annonces franchement creuses. Alors pourquoi est-ce qu'on reparle des eVTOL? Est-ce qu'il y a une actualité qui le mérite? Alors, il y a une actualité qui est très très riche sur les eVTOL, parce que la France a décidé d'utiliser les Jeux Olympiques pour faire une démonstration d'exploitation d'un service de taxi volant électrique à Paris pendant les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est une belle attention, encore une fois, une belle idée olympique, parce que c'est le propre des Jeux Olympiques d'encourager les organisateurs à repousser, et les pays organisateurs notamment, à repousser les limites. Donc c'est le propre du sport, c'est toujours aller plus loin. Mais là, l'idée c'était de dire, il y a quoi, c'était juste avant le Covid, donc 2019 à peu près, dire bon allez, on va lancer ce service de taxi volant. Et parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est à moins d'un an des Jeux Olympiques, et donc à presque 6 mois seulement de la mise en route
théorique du service. Et donc là on est au pied du mur. Et on se rend compte que ça ne va pas être aussi facile que ça. Et puis, alors, est venu se rajouter là-dessus des choses qu'on n'avait pas prévues. C'est-à-dire que l'autorité environnementale qui avait été consultée a émis un avis défavorable. C'était il y a quelques mois pour dire non, il y a plein de problèmes environnementaux. On ne peut pas faire circuler des engins volants électriques qui font du bruit au milieu sur la Seine, au milieu des monuments historiques. Ne serait-ce que visuellement, l'autorité environnementale, il voyait un problème, même avec les engins les plus silencieux du monde, il voyait un problème de cohabitation visuelle entre des monuments historiques et un grand nombre projeté de taxis aériens volants. Depuis le début, quand même, du moins presque depuis le début des eVTOL, l'apparition des premiers engins, on a parlé quand même, on a mis le doigt sur l'acceptabilité sociale. Ça veut dire quoi ? C'est que pendant longtemps, l'acceptabilité sociale, ça s'est résumé à dire, c'est des engins qui ne doivent pas faire de bruit, parce qu'autrement le public n'en voudra pas. Mais c'est également des engins qui doivent être sûrs, parce que les gens qui seront dans les rues verront passer des taxis volants au-dessus de leur tête, ils n'ont pas envie que ça tombe. Voilà. Donc, voilà. Mais là, avec cet avis de l'autorité environnementale, on introduit un nouveau critère. Le critère, c'est, moi personnellement, je n'avais pas vu venir, c'est la vue, c'est-à-dire dans le paysage, comment en voir passer un, ça peut être joli, mais toute la journée en voir défiler, c'est peut-être moins drôle. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on peut remercier, juste avant de continuer, on remercie Franck May pour ce commentaire tout à fait édifiant. 1964, les JO servent de support au développement du Shinkansen, un moyen de transport rapide, efficace et ouvert à tous. On parle du Japon, bien sûr. 2024, les JO servent d'appel d'air à un tas de bricoleurs qui veulent aspirer des capitaux pour du transport individuel de luxe. Alors, je vais continuer, mais je vais te répondre, Franck May, et je suis pas sûr que le problème soit là. Mais je garde ça, et parce que en fait, c'est ça pour moi le cœur du problème. Il est juste un peu à côté. Oui, ce qui a mis le feu aux poudres, ce qui a remis une couche, je devrais dire, c'est l'avis du Conseil de Paris, le Conseil municipal, et plutôt la commission environnement du Conseil municipal, qui unanimement a rejeté ce projet. Alors, encore une fois, comme pour l'autorité environnementale, le Conseil de Paris n'a qu'un avis consultatif. En aucun cas, même s'il est contre, c'est pas un veto, c'est pas une décision. Mais et puis là, qu'il soit écolo, de gauche, de droite, ils étaient tous d'accord, les conseillers municipaux, pour dire on n'en veut pas. Voilà. Bon, c'est une aberration, c'est faire voler une seule personne, parce que c'est ça, c'est l'engin qui va voler, c'est un biplace, donc un pilote plus un client. Ça consomme du coup la consommation, les émissions. Pour un client, c'est beaucoup plus qu'une voiture avec 3 ou 4 passagers. Donc voilà, on est parti dans cette polémique. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher tout ça, mais il y a une chose qui paraît quand même, je dirais, qui a faussé un peu tout ce débat, c'est que quand au départ, c'est un projet politique. C'est porté par la région Île-de-France. Mais il s'agit, alors arrête-moi si tu as un avis différent, mais il s'agit pour la région de montrer que c'est une région innovante et un bon endroit pour venir s'implanter et innover. Le problème, c'est que ça a été traité qu'au niveau politique et qu'à aucun moment, ou alors peut-être les gens, du moins ceux qui avaient à gérer ce dossier, se sont tournés vers les professionnels de l'aéronautique. Ils ont écouté uniquement les porteurs des projets d'eVTOL. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont enthousiastes,
qui découvrent, pour beaucoup qui découvraient l'aéronautique quand ils se sont lancés. Donc ils n'ont pas tous vu l'exigence en termes de certification. Et la certification, encore une fois, c'est pas simplement c'est pas une exigence administrative pure et dure. La certification, c'est d'abord une exigence de sécurité. Donc on parle bien de cette homologation qui est délivrée par l'autorité européenne de l'aviation civile, et qui a joué le jeu, qui continue à jouer le jeu, qui a adapté son cadre pour permettre à des appareils entièrement nouveaux d'être certifiés un jour, sans avoir à franchir des obstacles insurmontables qui auraient été créés pour des avions civils type Airbus et Boeing. Ok, non, on va adapter les règles. Bien sûr, on a la même exigence de sécurité, mais on adapte les règles pour que vous puissiez passer l'étape de la certification. Voilà. Et donc tout le monde est plein de bonne volonté, et je dirais même les porteurs de projets qui sont obligés de communiquer vis-à-vis de leur... ils communiquent beaucoup, ça. Vis-à-vis de leurs financiers. Il faut rassurer les investisseurs. Il faut rassurer les fonds de pension américains qui mettent de l'argent là-dedans. Il faut les rassurer, leur dire ça va aller jusqu'au bout. Mais on se rend compte quand même qu'il y a... beaucoup abandonnent des options technologiques pour en prendre d'autres. Et ça prend du temps. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut leur laisser du temps. Le problème, c'est qu'ils se sont piégés eux-mêmes en acceptant de jouer le jeu des Jeux Olympiques. Et donc là, il y a deux échelles de temps qui ne sont pas compatibles. Et alors, ce que tu voulais dire, c'est que les politiques ont pris l'avis des promoteurs de ces projets, et ils auraient dû aussi se renseigner auprès d'autres acteurs, tu veux dire ? Ça me paraît évident. Ça me paraît évident que dans le milieu aéronautique, alors bon, j'exclus ceux qui se moquent des eVTOL et qui rejettent ça en disant ça ne marchera jamais. J'exclus aussi ceux qui disent c'est fantastique. Et après, au milieu, il y a toute une partie de gens qui sont réalistes et qui disent tel que c'est fait comme ça aujourd'hui, on n'atteindra pas les niveaux de sécurité exigés qu'on exige pour les avions ou les hélicoptères. Mais alors pour toi, les politiques, à qui est-ce qu'ils auraient dû parler aussi ? Parce que tu dis, ils ont parlé presque seulement aux promoteurs des projets. À qui est-ce qu'ils auraient parlé aussi ? À des ingénieurs qui sont qui n'étaient pas impliqués dans les projets. Donc des gens qui connaissent l'aéronautique, mais qui auraient été... Peut-être qu'ils n'avaient pas envie d'entendre ce qu'ils auraient à dire. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment... j'ai peur qu'on se ridiculise. C'est ça, et que pour éviter cette échéance, on est prêt à faire n'importe quoi. Si ce n'est que, en termes aéronautiques, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Heureusement, il y a beaucoup de barrières qui font qu'on risque d'avoir une démonstration vraiment au rabais, qui sera loin de ce qu'on veut. Et ce qui est d'autant plus rageant, je trouve, et qui met encore plus en porte-à-faux le projet français, c'est ce qui s'est passé il y a 8 jours à New York. À New York. Alors là, au contraire... Là, on est parti dans une autre logique différente. Ouais. C'est-à-dire que là, on ne cherche pas à faire une grande démonstration pour un événement particulier, puis après l'oublier. Non, c'est à New York, il a été décidé, c'est le gestionnaire avant c'était le port de New York, je ne sais plus qui gère aujourd'hui l'héliport principal de Manhattan, mais il a dit on se prépare à accueillir les eVTOL. Donc ils ont lancé un projet. Et il y a donc une semaine, deux des principaux porteurs de projets, donc on voit ici Joby, et puis il y a également Volocopter qui est impliqué à Paris. On fait une démonstration, mais c'était simplement faire décoller l'avion comme on le voit dans les salons, comme on l'a vu à Singapour, comme on l'a vu à Dubaï. Comme on voit dans certains salons, non, voilà. Même dans le cadre très strict et très sécurisé des salons, les eVTOL qui font des démonstrations en vol se comptent sur les doigts d'une main. Il y en avait à Dubaï ? Non, justement. Voilà. Donc, alors encore, on est à moins d'un an des Jeux Olympiques. Donc si on n'est pas capable de faire voler un eVTOL dans un salon
comme tu le dis, hyper sécurisés. Mais comment on peut imaginer en faire voler un au-dessus de la Seine dans un an? Et oui, quand je dis, pour être plus honnête, c'est pas qu'il se compte sur le doigt d'une main, c'est qu'il se compte sur un doigt d'une main. Non, c'est pire que ça. Et il s'appelle Volocopter, je crois. Oui, puis le nombre de salons où ils ont fait des démonstrations est extrêmement... Paris. Donc il y a eu Paris, il y a eu le salon NBA de l'aviation d'affaires, mais à Dubaï, il n'y avait rien. Et donc New York, ils sont partis dans une autre logique. New York, ils disent... On se prépare à accueillir ces engins volants électriques qui seront intégrés à un système multimodal vert en quelque sorte, où il y aura également des vélos électriques, des triporteurs, des choses comme ça. Il y aura des camionnettes électriques, il y aura des bateaux, voilà. Mais là, on sent une logique, et on sent une logique qui est tournée vers un objectif. C'est pas simplement pour faire du show. C'est vraiment... Et donc, l'objectif que se sont fixés les Américains et les New-Yorkais, c'est 2025. Parce qu'ils estiment qu'en 2025... Pour une entrée en service, tu veux dire ? Ouais, la FAA aura certifié les premiers eVTOL. Mais même les Émirats visent 2026. 2026. Quand je dis même les Émirats, c'est des gens tout à fait sérieux, mais bon, plutôt optimistes. Mais après, si le projet de New York glisse d'un an, c'est pas grave. En revanche, aux Jeux Olympiques, il n'y a pas le choix. Il faut être prêt, ou alors on se ridiculise. Voilà. Donc, alors, merci vos commentaires à tous, et notamment MMG7F. Comme l'a dit Gilles, il faut créer des passerelles entre ces nouveaux constructeurs et les spécialistes en aéronautique pour trouver une issue durable aux eVTOL. Oui, alors tu évoquais, tu mettais de côté ceux qui disent non, les eVTOL ça ne marchera jamais. Ils ont quand même un paquet d'arguments. Les Cassandres des eVTOL ont quand même un paquet d'arguments. J'en cite seulement un. L'implantation des vertiports. Donc les vertiports, donc héliports pour eVTOL. Si on en implante un grand nombre pour qu'il soit facile d'accès, pour qu'on puisse y aller à pied, tout simplement, là, on fait face à des investissements déraisonnables. Alors pourquoi aller à pied à son héliport, à son vertiport ? C'est pour éviter l'embouteillage, puisque justement la promesse des eVTOL, c'est d'éviter les embouteillages. Donc on va essayer de ne pas prendre une voiture pour y aller. Donc aller à pied, à vélo, donc il faut qu'il y ait un réseau dense de vertiports. Mais là, on tombe dans un gros problème d'investissement déraisonnable. Et si au contraire, on se dit, bon, on va rester dans un budget raisonnable, eh bien là, on crée des distances trop importantes, on espace les vertiports, à tel point qu'on est obligé d'y aller en transport en commun, en voiture, autrement, bref, des moyens de transport, justement, que l'eVTOL promet de remplacer. Il y a ne serait-ce que cette question des vertiports. Il y a la question de la formation des pilotes, puisqu'au début, pour des questions de certification, ce ne seront pas des aéronefs non pilotés, ce seront des aéronefs pilotés. Alors, est-ce qu'on doit former un pilote au niveau actuel ? Auquel cas, ce sont des formations très longues, très chères. Alors ne serait-ce qu'en termes de flux de formation, on ne va pas arriver... en tout cas, si les projections des constructeurs se réalisent, on ne va pas arriver à avoir assez de pilotes pour alimenter tous ces vols. Ou alors on dit, non, ce sera une catégorie de pilotes qui n'a pas besoin d'autant de formation parce que ce sont des vols plus faciles, plus courts, avec davantage de systèmes automatiques qui aident le pilote. Alors là, tout est à inventer. Alors, ne serait-ce qu'inventer un nouveau cursus, ne serait-ce qu'inventer une nouvelle formation, un nouveau degré de formation, un nouveau type de pilote, alors ça prendra encore forcément des années. Et je suis même pas sûr que qui que ce soit se soit attaqué au problème de la formation des pilotes ou de la définition d'un éventuel nouveau type de pilote. Alors si le chat, vous avez des billes là-dessus, ça nous intéresse. Donc ce ne sont que deux exemples. Oui, tu as brièvement mentionné, je crois que Gilles Rosenberger le mentionnait dans sa tribune, la consommation électrique. Alors même si l'opinion publique accepte les eVTOL en termes de sécurité, est-ce qu'elle va accepter cette consommation d'électricité, même en imaginant que ce soit l'électricité verte, ce sont des consommations d'électricité considérables. Voilà, donc Martin met à l'écran, là, donc non, mettez à l'écran. Il l'a enlevé. Voilà. Et Martin remet à l'écran la tribune de Gilles Rosenberger la semaine dernière, une tribune qui a enflammé les réseaux sociaux, donc sur le site Aérobuzz également, mais sur LinkedIn.
bon, il y a eu beaucoup de débats, et c'est un débat assez enrichissant. Mais c'est vrai que Gilles pose bien la bonne question. Comment sortir du projet sans apparaître, merci Martin, le fossoyeur. Le fossoyeur. Donc c'est vrai que... Je rappelle quand même qu'au départ, ce projet était porté par la RATP au départ. Oui, alors... La RATP qui aujourd'hui s'est défaussée. Alors à quel moment... J'ai pas réussi à trouver à quel moment ils sont... Il y a 1 an et demi à peu près, je pense. Il y a si longtemps. Ah oui. Et donc du coup, c'est ADP qui s'est retrouvé avec le... Chez moi, on dit le bâton merdeux. Mais voilà, avec le problème sur le dos. Parce que même si à la suite de la tribune de Gilles, on a eu une réaction assez ferme du responsable de l'innovation chez Aéroports de Paris, je ne peux pas imaginer qu'à Aéroports de Paris, il n'y ait pas des ingénieurs, et j'ai eu l'occasion de les côtoyer, des ingénieurs hyper compétents, capables d'analyser réellement ce projet. C'est là où je dis que ce projet est politique et pollué par la politique, parce qu'on veut tellement qu'il se réalise qu'on n'écoute pas ceux qui savent. Et aujourd'hui, tout le monde tous les parties prenantes qu'on retrouve ici, ils sont dans l'ordre. On retrouve donc le patron Damien Cazé de la DGAC. Voilà, alors qui, pour l'instant, la DGAC est en retrait. La DGAC, elle n'a pas son mot à dire pour l'instant. La DGAC, elle va intervenir quand le projet sera finalisé. Il en est loin quand même. Et donc, qu'est-ce qu'elle va dire, la DGAC ? Pour l'instant, elle n'est pas pressée d'intervenir, et ce qui est logique, on ne lui demande pas son avis. À côté, il y a donc le patron de Volocopter. Dirk Hocke, un ancien d'Airbus. Voilà, un ancien d'Airbus, ouais. On reconnaît également donc, la présidente de l'Île-de-France, et puis le PDG d'Aéroports de Paris qui a encore le sourire. Combien de temps ? On remercie vraiment le chat pour les commentaires, qui répondent d'ailleurs à certaines de nos questions. Nous avons Yubi qui nous dit, pour la formation des pilotes, l'EASA prévoit CPL avion plus formation eVTOL ou CPL hélico plus formation eVTOL. Et nous avions Gilles Rosenberger qui nous disait que la Gamma a commencé à définir cette formation light. Bon, écoutez, je vais me plonger Je vais me plonger là-dedans. Sujet passionnant. Merci pour vos réponses. Et puis on a 0K qui demandait, est-ce que c'est réservé aux personnes venant au JO seules alors ? Donc je pense que la question, moi, je comprends que la question, c'est que signifie le mot démonstration dans démonstration au JO 2024. Et donc il s'agit de vols commerciaux, mais où tout le monde peut pas, mais pour lesquels tout le monde ne peut pas acheter un ticket. Alors, à ce stade-là, je ne sais même plus si quelqu'un serait capable de répondre à cette question. Mais au départ, Gilles Rosenberger rappelle que Ascendance Flight Technology faisait partie du premier round, mais il y avait plusieurs porteurs de projets qui étaient censés faire partie de cette démonstration et qui devaient s'installer donc sur l'aérodrome en région parisienne, où ADP a construit c'est Corbeil ? Non, je ne sais plus. Pontoise. Ouais, où a construit un vertiport, et où donc les porteurs de projets étaient censés s'entraîner, finir de mettre au point. Je dis donc il s'agit d'une zone d'essai, on peut le dire comme finir de mettre au point les eVTOL. Et ensuite, il y avait dans le projet actuel, il y a 4 ou 5 sites entre lesquels seront mises en place des lignes régulières d'eVTOL, de taxis volants, dont une, la plus spectaculaire, c'est celle qui doit relier l'héliport d'Issy-les-Moulineaux à une plateforme qui est au niveau du pont d'Austerlitz. Donc ça veut dire un trajet aller-retour sur la Seine, un trajet qui aujourd'hui est emprunté uniquement par des hélicoptères du SAMU, sécurité civile. Voilà. Donc c'est 3-4 vols par jour. Là, c'est une centaine de vols par jour. Volocopter était censé mettre en œuvre, je crois, 5 ou 6 engins volants. Donc, je ne sais pas, mais Gilles est sans doute bien mieux renseigné que moi, mais à ce stade-là, aujourd'hui,
je pense que ce seront quelques privilégiés qui auront le droit de voler à bord. Mais on ne pourra sans doute pas acheter des billets comme ça. Et puis, si ça se trouve, à la sortie, il n'y aura que le président du CIO ou du comité d'organisation Paris 2024 qui va s'asseoir à côté du pilote pour faire un aller-retour. Et puis, ça sera fini, on n'en parlera plus. Je crains le pire. Hein. Alors, on a le petit Luc qui nous parle du défi de la gestion de l'espace aérien, qui semble aussi complexe. Et Andra Technologies, spécialisée dans les solutions de gestion de mission et d'opération de véhicules sans équipage, a dévoilé son système de gestion de Vertiport, tout à fait, au salon de Dubaï. Le logiciel permet d'échanger des données en temps réel entre les aéronefs et les infrastructures au sol. On en a parlé sur Aérobuzz. Hein. Fabrice Morlon qui a fait un article là-dessus. Alors, effectivement, là aussi, c'est un autre problème, la gestion de l'espace aérien. Mais bon, sur une période limitée, sur des axes bien définis à l'avance, c'est pas un problème, parce qu'on va créer une bulle, et puis il y aura que les eVTOL. Donc ça, c'est dans le cadre d'une expérimentation, c'est pas un problème. Après, effectivement, dans le cadre des opérations, là, ça va devenir un problème. Mais encore une fois, tous les problèmes ont une solution. Et celui-là en a une, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer au salon du drone, l'UAV Show à Bordeaux, des gens qui travaillent sur des couloirs d'autoroute, du moins comme des autoroutes, mais des couloirs aériens pour laisser passer des drones et à terme des eVTOL qui se géreront entre eux. Donc il n'y aura plus besoin d'intervention d'un contrôleur, c'est ce qu'on appelle les U-Space. Alors tous les problèmes ont des solutions, en matière d'eVTOL, je les attends. Oui, non, mais si on peut abandonner, si on voit qu'on est dans une impasse, on part dans une autre hypothèse. Mais à la sortie, on arrivera à les faire fonctionner. Mais pas au rythme où on veut le faire, pas en grillant les étapes comme on veut le faire aujourd'hui. C'est pas possible. Alors tu disais tous les problèmes ont des solutions. Il y a un problème qui a été soulevé il y a un an, c'était environ un an, lors d'un colloque de l'Académie de l'air et de l'espace. Ce problème a été soulevé par un militaire qui disait, mais aujourd'hui, quand un avion léger ne répond plus, quand il perd la liaison radio, et en particulier s'il n'est pas sur la trajectoire prévue, la procédure, c'est de faire décoller un Rafale, donc Rafale de permanence, on fait décoller un Rafale ou un hélico, et on s'approche de l'avion en question, et on communique avec lui par panneau, et bon, en général, on lui demande d'aller se poser, ou en tout cas, voilà. En tout cas, il faut un pilote à bord qui réponde. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est le même schéma qui va s'appliquer, la même règle qui va s'appliquer aux eVTOL. Donc imaginons un eVTOL qui à terme est sans pilote, puisque économiquement c'est la seule chance de viabilité des projets d'eVTOL, c'est à terme d'être sans pilote. Bien sûr, bien sûr. Et le militaire demandait, et je fais comment ? Si l'eVTOL perd la liaison radio avec le sol, si on soupçonne un détournement, un problème de cybersécurité, comment fait le pilote de l'hélicoptère militaire pour communiquer avec l'eVTOL ? Donc, moi, j'ai l'impression que que la liste des problèmes qui se dressent devant les projets d'eVTOL est déjà très longue et que c'est une liste qui s'alimente sans fin. Donc, j'aimerais bien aller voir ces démonstrations à Paris 2024, mais ça me paraît très compliqué. Je pense que pendant longtemps, il y aura des pilotes à bord, ça c'est sûr. Les histoires d'eVTOL, d'eVTOL complètement autonome, de vol entièrement autonome, ça n'existera pas. Justement, hier, je lisais, je crois que c'est sur Aérobuzz ou sur LinkedIn, à la suite d'un des articles qu'on a fait cette semaine, quelqu'un qui disait, aux États-Unis, sur les voitures autonomes, ils sont en train de faire machine arrière, justement, parce qu'il y a eu trop de problèmes. Donc, voilà. Les avions, donc ça, je ne sais pas quand on verra vraiment des engins volés avec des passagers et pas de pilotes, ça risque de prendre beaucoup de temps. Dans un premier temps, je pense qu'on va utiliser ces eVTOL plus pour du fret,
Et à ce moment-là, on résout quand même, du moins on met de côté une partie des problèmes et on se donne le temps de les résoudre. Alors, avant d'évoquer ces autres pistes possibles pour les fabricants d'eVTOL, je voudrais rebondir sur 2 points évoqués par le chat. Merci le chat. Avec 10 minutes d'autonomie, nous dit Alfred, l'eVTOL n'ira pas loin, le Rafale aura à peine le temps d'être prévenu. Exact, mais encore à terme, alors si les projets se réalisent, on peut imaginer des vols plus longs. Ouais. Et où ce serait peut-être pas un Rafale, ce serait peut-être un hélicoptère. Et Franck May... Un autre eVTOL, comme ça ils pourront parler ensemble. Et Franck May qui nous dit, alors je pense qu'il s'adresse à Gilles, oui c'est ça, il s'adresse à Gilles Rosenberger, j'avais raté ton article, je suis en train de le lire, 75 décibels c'est énorme, c'est une tronçonneuse. Alors je veux bien ouvrir le chapitre du bruit, j'étais tout à fait surpris de lire... cette question sous la plume de Gilles qui dit que ça reste un problème, le bruit. J'ai vu une démonstration il y a, 2 ans d'un volocoptère et j'ai trouvé particulièrement silencieux. Donc est-ce que vraiment le bruit reste un problème pour les eVTOL ? Moi je suis surpris, moi, je pensais que c'était résolu. Ça je sais pas. Si Gilles est encore là, il peut nous répondre. On va lui laisser le temps. Voilà, sur quoi se fonde-t-il pour parler du caractère bruyant des eVTOL ? Parce que peut-être que 75 décibels au décollage, mais est-ce que en croisière ça peut pas être un peu moins, je sais pas. Non, même au décollage, enfin bon, ça m'épate. Étude de bruit non public, tous les chiffres sont possibles. Voilà. Qu'entends-tu par là ? Tu veux dire, Gilles, tu veux dire que puisque l'étude de bruit n'est pas publique, les constructeurs peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand ils font des démos, on s'en rend bien compte quand même que c'est silencieux. Alors, j'avais pas d'appareil de mesure avec moi, mais franchement, la démo que j'ai vue, entendue plutôt, était assez étonnante, dans le bon sens du terme. Donc voilà, on a parlé du bruit. Et Gilles, alors tu commences à aborder les autres pistes que pourraient envisager les constructeurs d'eVTOL pour trouver des débouchés. Donc tu as évoqué le transport de frais, on a parlé aussi de militaires. Donc les militaires américains ont acheté des Joby. Oui. Alors, appareils de chez Joby. Voilà, c'est-à-dire que les militaires américains ont lancé un appel d'offres et à la sortie, donc c'est Joby qui l'a remporté. Et Joby a livré à l'US Air Force 5 engins pour que les militaires commencent à se l'approprier. Donc là, on est dans un domaine où les militaires n'ont pas besoin de certification, pas besoin d'assurance, voilà, ils font les choses entre eux et puis comme ils font pour tout leur matériel. Donc ils expérimentent, avec les constructeurs, ils vont les développer, les corriger les défauts et on sait aujourd'hui que ces taxis volants seront en fait des moyens peut-être de transport pour emmener sur les terrains d'opération ou de spécialistes très rapidement. Dans le même ordre d'idée, alors non, c'est pas le même ordre d'idée, mais c'est la DAC, le service d'urgence en Allemagne. C'est ça, oui, c'est ça, ouais. Donc, qui dépend de l'aéroclub, de l'automobile club d'Allemagne, a commandé des eVTOL. Alors je ne sais plus à qui ils les ont commandés, eux, mais l'idée c'est pour emmener un médecin sur un lieu d'un accident. C'est-à-dire plutôt que de déclencher l'hélicoptère, on emmène juste le médecin. Donc on est plus rapidement sur le lieu de l'accident. Et pourquoi ils sont lancés sur cette idée-là ? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que quand on envoie une équipe complète, un médecin, rarement le médecin ramène le blessé dans l'hélicoptère. La plupart du temps, il privilégie une évacuation par la route. Donc voilà, ils disent l'hélicoptère, il interviendrait dans un deuxième temps s'il faut effectivement. D'accord, donc on aurait le médecin plus rapidement sur place grâce à un eVTOL. Mais là, ça veut dire qu'on transporte un passager. Et donc là, c'est plus un militaire, c'est un civil. Donc à nouveau, on rentre dans les problèmes de certification et donc ça ne va pas se faire tout de suite. Mais la DAC en a commandé quand même
Une vingtaine, je crois, 10 ou 20. Voilà. D'accord. Alors le chat répond, et on le remercie, sur le bruit. Gilles Rosenberger, la démo que je connais était sans pilote. Et Franck May nous rappelle, oui, est-ce qu'il y avait quelqu'un à bord de la démo, parce que les drones multirotors utilisés en tout cas entre un bruit très très différent selon la charge utile. Donc oui, on rappelle une bonne vieille règle de l'aéronautique, plus on veut, plus l'aéronef est lourd, plus il faut de puissance pour le faire décoller. Et qui dit puissance accrue, dit bruit accru, quel que soit le type d'aéronef. Bon, alors effectivement, la démo que j'ai vue, honnêtement, c'est relativement ancien. Je ne me souviens pas s'il y avait 0, 1 ou 2 personnes à bord. Mais ouais, excellente remarque. Et le petit Luc, je m'interroge, parle-t-on des eVTOL pour des questions environnementales, question donc qui réclament des réponses urgentes. Alors, la mise en œuvre du projet eVTOL semble réclamer du temps. Ne sommes-nous pas devant deux logiques qui semblent contradictoires? J'espère avoir été clair dans mon raisonnement, je pense tout. Oui, tout à fait. Deux logiques qui semblent contradictoires. Oui, Gilles, tu parlais de 2 échelles de temps. Oui, c'est ça. Oui, ça revient à la contradictoire. chose, Ouais. Oui. Alors, aujourd'hui, au stade où on en est, alors, on a vu des développements chez les militaires. Il y aura également certains de ces eVTOL risquent d'être dronisés pour transporter du fret. À ce moment-là, à nouveau, on est dans un autre cas de figure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de passagers. Et puis, il n'y a plus de passagers, mais il y aura quand même un niveau de certification à atteindre pour la sécurité. Voilà, mais ce seront sans doute, dans un premier temps, du transport sur des axes prédéfinis. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mes autoroutes, c'est-à-dire mes tubes dans lesquels circuleront ces drones, en quelque sorte. Donc là, ça peut être une première marche vers une exploitation commerciale. On a vu également un constructeur la semaine dernière, ou il y a 15 jours, présenter un projet de bombardier d'eau. Son drone, son eVTOL pour passagers, il le transforme en bombardier d'eau. Voilà. Bon. Donc il y a des échappatoires en quelque sorte. Parce qu'à un moment, les investisseurs vont demander un retour sur investissement. Donc il faut commencer à faire un peu de chiffre d'affaires, parce que tous ces projets-là dont on parle et qui ont levé des centaines et des centaines de millions de dollars, pour l'instant, ils n'ont généré aucun revenu. Donc ça aussi, c'est une... Et Franck May qui partage son expérience, oui, la photo, c'est mon domaine. Et donc les drones prévus pour embarquer un hybride et un gros objectif sont quasi silencieux quand on les fait décoller juste pour vérifier les systèmes sans avoir installé la nacelle. Dès qu'on met l'appareil photo en place, on retrouve un énorme bourdonnement, inratable à 200 mètres. Ok, écoute, un grand merci Franck May. Expérience édifiante, tout à fait parlante, ouais. Et Eulfred qui fait un peu de promo, il a 1000 fois raison. l'eVTOL bombardier d'eau chinois, on en parlera vendredi dans Lâcher Solo, qui est la nouvelle émission de Jumpseat. Tu veux nous en dire un mot, Gilles, nous rappeler ce que c'est Lâcher Solo? Lâcher Solo, donc c'est une émission en monoplace, c'est-à-dire qu'il y a un chroniqueur qui est seul face au chat. Voilà. Donc on a lancé, c'est Franck May, en l'occurrence, Frédéric c'est Eulfred. C'est Eulfred, pardon, en l'occurrence. Frédéric Marsali. C'est Fred Marsali qui a essuyé les plâtres vendredi dernier, et ça a été vraiment un succès. Évidemment, il nous a parlé de Canadair, de bombardier d'eau, c'est quand même sa spécialité. Mais il nous en a parlé parce qu'il y avait une actualité chaude sur le sujet. Et donc, ça a été une première émission réussite qui nous a conforté dans l'idée d'en faire une deuxième. Et donc, vendredi soir, vendredi qui vient, Fred vous donne rendez-vous à 18h pour à nouveau une émission où là, on parlera, je pense, d'hydravion, de beaver, de choses comme ça. Mais voilà, donc c'est encore un nouveau format que propose Jumpseat. Voilà. Super. Et là, vous allez remarquer aussi que même en solo, les chroniqueurs ont du talent. Sur les eVTOL, on a beaucoup parlé de la région parisienne à titre d'exemple. Oui. Et je voulais ajouter, je voulais parler aussi de l'exemple émirati, puisque les Émirats se veulent, donc on revient au salon de Dubaï en quelque sorte, donc on revient dans la région, les Émirats arabes unis se veulent en pointe sur le secteur de la mobilité aérienne urbaine, et il faut reconnaître que leur environnement s'y prête, c'est-à-dire que la taille de la ville de Dubaï par exemple, qui s'étend sur des dizaines de kilomètres,
et sans monument historique à protéger en particulier, le fait qu'il y ait la côte juste à côté, ça se prête bien, je pense, à une exploitation d'Yvetol. Et donc, ils comptent sur une mise en service en 2026, et ils ont, dans 2 émirats, alors en l'occurrence l'émirat de Dubaï et l'émirat d'Abu Dhabi, ils ont déjà identifié des routes pour aller, par exemple, de la marina de Dubaï au Burj Khalifa, de l'aéroport de Dubaï via le Burj Khalifa, la marina, et ensuite plus loin, jusqu'au... Pardon, le nom de la 4e destination m'échappe, c'est peut-être le 2e aéroport de Dubaï. Et puis il est question aussi de vertiport. Alors ils ont déjà identifié auprès de Skyports, donc un constructeur de vertiport, ils ont déjà identifié 4 lieux de construction pour des vertiports d'ici à 2026. Et puis un hub dont l'acronyme c'est le hub un pôle de développement, on va plutôt dire ça comme ça, un pôle de développement d'Yvetol. Donc les Émirats accueillent les constructeurs qui voudraient approfondir les tests de leurs appareils. Le hub s'appelle SAVI, le pôle de développement s'appelle SAVI, S-A-V-I, donc c'est un acronyme anglais. Il y a déjà un constructeur, le constructeur Archer, qui, et c'est notable, s'est allié au constructeur automobile Stellantis pour la fabrication de ces Yvetol. Donc le constructeur Archer qui a déjà signé pour utiliser ce pôle de développement et cette zone de test en particulier aux Émirats. Donc, grandes ambitions aussi dans cette région. C'est Gilles Rosenberger, l'empêcheur de tourner en rond, de voler en... Bonjour, l'atterrissage d'un Yvetol au milieu du sable résidant sur les trottoirs. Oui, ça c'est un fait. Ah, tu veux dire, Gilles, que le sable sera un problème Oui, effectivement, effectivement, on peut imaginer un petit nuage de sable autour de l'Yvetol. Voilà. Ouais. Bon, et puis après, transporter des passagers de l'aéroport vers le centre-ville ou vers les grands hôtels, c'est une chose, mais si tu transportes les passagers un par un et que leurs valises doivent voyager par la route... bien vu, effectivement, les voyageurs de Dubaï ont tendance à voyager lourd, ils ne voyagent pas léger, par opposition à voyager léger. Donc, mais tout ça pour dire que ça va prendre du temps, que pour l'instant, il y a on imagine plein d'utilisations, que au fur et à mesure, on va se rendre compte que c'est pas fait pour, que ça marche pas, voilà. Et puis il y a d'autres utilisations qui vont apparaître. Et aujourd'hui, dans le domaine de l'hélicoptère, on sait que, du moins les professionnels de l'hélicoptère savent que les Yvetol pourront remplacer quelques missions. Parce que, mais voilà. Mais en créer d'autres. Voilà. Mais pour l'instant, on les voit plus comme ça. C'est-à-dire que c'est encore des engins qui demanderont beaucoup d'attention, qui demanderont un pilotage, qui demanderont un environnement aéronautique, aéroportuaire, un standard, en quelque sorte. Et puis voilà, ils vont se développer là-dedans. Avant de se retrouver dans le 5e élément, il va se passer encore quelques temps. Ouais. On fait référence à ce film de Luc Besson. Voilà. Si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue, vous êtes sur Jumpseat, l'émission qui parle d'aviation, passé, présent, futur. Alors là on est dans le futur, oui. Les Yvetol, les taxis... les Jeux Olympiques, c'est bientôt, hein, c'est vrai. Pareil. On parle de taxis volants électriques, et pensez à nous suivre sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, ça nous soutient. C'est bien. Le chat continue à réagir. Ce ne sera pas forcément pire qu'avec un hélicoptère. On parle du sable, hein, bien sûr. Du sable que pourrait soulever un Yvetol au décollage ou à l'atterrissage. Sable, si on est dans une région désertique comme Dubaï. Ce ne serait pas forcément pire, nous dit Franck May, qu'avec un hélicoptère. Je me suis bouffé des atterrissages d'écureuils de C-145 sur neige. Il ne fallait pas passer à proximité. Oui. Eulfred, en même temps, au début, Blériot a traversé la Manche sans bagages, seul et sans bagages. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait, Eulfred, qui était et sur un appareil non certifié, oui, exact. Voilà, c'est exactement, on en revient toujours à ça. Gilles Rosenberger, ici on parle de calendrier et de faisabilité physique. C'est le problème, il est franchement là, c'est que Paris 2024, c'est enfermé dans un piège qu'il a créé lui-même. Et voilà. Et alors, je dirais presque pour conclure sur ce sujet, je pense, c'est que aujourd'hui, on veut faire une démonstration d'un service d'Yvetol à Paris, alors qu'on n'est pas capable de continuer à préserver un héliport.
Parce que là, l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, c'est-à-dire le seul héliport d'où peuvent évoluer des hélicoptères en région parisienne, est menacé de fermeture, menacé le maire du 15e arrondissement s'est fixé comme objectif de fermer cet héliport. Donc là, il va commencer par réduire en surface, mais on peut encore le réduire en surface. Ah oui, il va être réduit. Alors on rappelle donc l'héliport qu'on appelle l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, il est en fait sur la commune de Paris, effectivement dans le 15e arrondissement, donc en bas à gauche sur la carte, sud-ouest de Paris. Et alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors aujourd'hui, il est utilisé par la sécurité civile. Voilà. Je crois qu'il y a un exploitant de vol touristique. J'espère pas de bêtises. Alors quels sont les utilisateurs aujourd'hui? Il y a un atelier je crois que le SAF fait de la maintenance aussi. Voilà. Donc, ce qu'on lui reproche, c'est le bruit, les mouvements. Donc l'idée, c'est de ne plus autoriser d'hélicoptères basés autres que les hélicoptères de secours. Voilà. Donc ça veut dire que du coup, on a beaucoup moins besoin d'emprise. Et Franck May qui nous rappelle qu'il y a une poignée de privés, donc propriétaires privés ou pilotes privés qui passent de temps en temps aussi. Voilà, mais qui vont être délogés. Donc ils pourront continuer à passer, mais ils ne pourront pas s'arrêter. Voilà. C'est-à-dire, se poser, décharger, mais voilà. Donc, et ce qui est assez malheureux, et là on ne parle pas du futur, on parle du présent. C'est-à-dire que c'est des hélicoptères. Donc des machines qui sont fiables, qui sont certifiées, qui rendent énormément de services. Donc en même temps qu'on veut démontrer l'aviation du futur, on n'est pas capable de protéger l'aviation du présent à Paris. Alors qu'à New York, on se projette déjà vraiment dans l'aviation du futur en réservant sur l'héliport un héliport existant, donc en préparant l'avenir de cet héliport. En faisant évoluer l'héliport vers un vertiport. C'est-à-dire qu'il y aura toujours l'héliport, mais il aura aussi une vocation de vertiport. Voilà. Donc on aurait presque pu penser que la démo des Jeux Olympiques aurait pu au moins servir à sauver l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. Ça n'en prend pas de chemin. Franck May, dans les années 60, l'objectif c'était quand même d'en faire un aéroport pour les Breguet 941, autre temps, autre mœurs. Rappelez-nous, qu'est-ce que c'était les Breguet 941? Alors c'était des avions, ça c'est sûr, c'était pas des hélicos? Si, je crois bien que c'était des gros hélicos géants, ça, les Breguet 941. C'était pas des avions à décollage court? Réponds vite. Qu'est-ce qu'un Breguet 941? Quadrimoteur Stoll, d'accord. Voilà, un avion à décollage court et atterrissage court. Okay. Merci Martin. Voilà, merci Martin nous les affiche. Ok. Ah oui, donc c'était pas un hélicoptère, non. Ouh là là, il faut que je révise me replonger dans l'histoire de l'aviation. Ouais. Avion quadriturboprop Stoll. Une allusion transparente de l'ATR 42-600S dont on parlait tout à l'heure, à qui on souhaite du succès, qui a du mal à venir, mais à qui on souhaite du succès. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu dommage parce que encore une fois, on n'a pas pris le problème par le bon bout et on va je ne sais pas si on peut dire se ridiculiser, mais en tous les cas, on perd du temps, puis on risque de se retrouver en dehors de la course à l'innovation. Alors heureusement, on a un constructeur qui s'appelle Airbus Hélicoptère et qui continue à faire de très beaux hélicoptères. C'est le numéro 1 mondial, c'est le numéro mondial du civil. Oui. Avec un hélicoptère, le H-160, qui est quand même une sacrée innovation, qui est assez silencieux, assez confortable. Et Airbus Hélicoptère est quand même très attentif à ce qui se passe sur le marché de l'eVTOL. Donc, bon. Ils ont leur propre projet, mais qui avance lentement. Oui, mais est-ce que les autres avancent plus vite ? Les autres font beaucoup plus de bruit, mais ils n'avancent pas beaucoup plus vite. Et je reviens à ce que tu disais sur le fait qu'on a pris le problème peut-être pas par le bon bout, que les politiques n'ont pas su parler à d'autres acteurs que les promoteurs de ces projets. On peut quand même faire crédit aux politiques d'avoir été ouverts à quelque chose d'entièrement nouveau, d'avoir voulu montrer que, il y a encore une petite chance de succès, de vouloir montrer que la région parisienne et la France sont des endroits où on peut innover, où les entrepreneurs sont les bienvenus. Quand même, on leur reproche souvent de vouloir faire crouler des projets sous des normes ou d'être frileux. Là, quand même, il y avait cette volonté
de montrer une capacité d'accueil de l'innovation. Oui. Bah, peut-être, ouais, tu es plus indulgent que moi. Mais ouais, moi, je trouve qu'effectivement, on s'est un petit peu emballé. On s'est emballé et encore une fois, on n'a peut-être pas pris conseil auprès des bons. Du moins, quand je dis des bons interlocuteurs. Parce que, attention, hein, je ne dénigre pas les gens qui font des eVTOL. Je voudrais que les choses soient claires. Moi, je trouve que c'est assez fantastique qu'aujourd'hui, il y ait des ingénieurs qui essayent, qui rêvent, qui continuent à rêver. C'est ça qui est magnifique. Ils continuent à rêver. Ils entraînent avec eux plein de gens. Mais le problème, c'est que peut-être que Blériot, il balançait pas des promesses à longueur de journée. Blériot n'avait peut-être pas un service de marketing, il n'avait pas Blériot n'avait pas de compte à rendre à un fonds d'investissement, je sais pas. En tous les cas, et Blériot, c'était lui qui pilotait, c'était lui qui aurait fini à la nage si son avion s'était planté au milieu de la Manche. On pourrait, alors que notre émission touche à sa fin, on pourrait méditer sur ces propos il y a quelques années, mais toujours d'actualité, je pense, du directeur de l'innovation chez Airbus Helicopters, donc Tomasz Krysinski, qui nous disait, lors d'une rencontre avec des journalistes, tu te souviens, qui nous disait ceux de nos ingénieurs qui travaillent sur les eVTOL, en l'occurrence le projet. Alors, est-ce que c'est l'Airbus City ou est-ce que c'est l'autre? Non, City Airbus, pardon. City Airbus. Non, mais c'était celui d'avant. Le plus gros, non. Si, il devait parler du City Airbus, pardon. Donc, un projet d'eVTOL de chez Airbus Helicopters. Et donc, le directeur de l'innovation disait, ces jeunes ingénieurs-là, il faut parfois leur rappeler les principes de la physique, les lois de base de la physique, mais ils nous bousculent. Donc, il voyait ça à la fois avec un regard critique et enthousiasme. Il y a une quinzaine de jours, dans Aérobuzz, j'ai présenté un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Une histoire du vol sans moteur. Toutes les formes de vol sans moteur, jusque la dernière étant le wingsuit. La préface est signée par Bertrand Piccard. Alors Bertrand Piccard, qui est quand même un champion du vol sans moteur, parce qu'à 16 ans, il a été un des pionniers du deltaplane en Europe. Ah, je ne savais pas que ça faisait partie de son... Ah oui, il était champion de voltige en deltaplane vers 16-18 ans. Donc Bertrand Piccard, connu plus récemment pour le projet Solar Impulse, voilà. L'avion solaire. Il détient quand même le record du monde du tour du monde, la plus longue durée sans moteur et la plus grande distance. Hein. Donc le rêve d'Icare, pionnier aventurier du vol non motorisé. Et donc, pour rejoindre ce que tu venais de dire, dans sa préface, il dit, ce qui est dommage, c'est que chaque fois que ces pionniers inventent une nouvelle forme de vol sans moteur, ils ne regardent pas ce que la génération précédente a fait et ils refont les mêmes erreurs. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment remarquable. Ouais. Et attention, on n'est pas une bande de ronchons en disant c'était mieux avant. Non, je trouve qu'on vit une époque assez fantastique dans l'aéronautique. On est en train on est en train de chercher de nouvelles énergies pour voler. On cherche à se passer des énergies fossiles. Oui. Donc on est devant nous, il y a des défis à relever. Et je veux dire et puis il y a des gens compétents pour le faire. On a réussi à philosopher quand même en partant d'actu chaude sur les eVTOL et de du grand 8 que nous font faire les communicants. Alors, grand 8 au sens ascenseur émotionnel plutôt. Voilà, ascenseur émotionnel que nous font faire les communicants des eVTOL. On a réussi à prendre un peu de recul. Merci le chat, un grand merci pour vos contributions. Merci à tous d'être passés sur le Jump Site. Bon après-midi.